Voilà, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver chaque matin sur Equinox Télévision pour cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 28 janvier 2020. L'occasion pour nous d'évoquer le cas du coronavirus qui continue donc à inquiéter au Cameroun alors que, comme vous le savez, on est passé à 102 morts en Chine et près de 3000 cas détectés dans ce pays d'où est parti ce virus. Voilà, monsieur, on en parle ce matin parce que le Cameroun nous inquiète. Quelles sont les mesures qui sont prises par le Cameroun pour éviter l'entrée de ce coronavirus-là dans ce pays? On sait que l'Allemagne a signalé un cas déjà, en France aussi. 18 pays dans le monde sont touchés par ce coronavirus. Le Cameroun, pour l'instant, ne l'est pas encore, mais on n'est pas loin d'être inquiet de la possibilité de voir ce coronavirus-là au Cameroun. Quelles sont les mesures qui sont prises aux frontières du pays pour éviter l'entrée au Cameroun de ce coronavirus avec, comme vous le savez, les différents symptômes, les difficultés respiratoires, la fièvre, mais surtout cette toux. En tout cas, le ministère de la Santé publique dit être en train de prendre des mesures pour endiguer, pour faire en sorte que la surveillance puisse être efficace pour lutter contre ce virus. Et donc, comme chaque matin, madame, monsieur, l'équipe est en place pour vous accompagner. D'abord, vous, monsieur Donald de Brice-Camgan, bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut pousser, bonjour à nos téléspectateurs, ravis d'être là ce matin. Nous espérons contribuer à l'édification de nos citoyens qui en ont besoin, surtout dans ce contexte électoral. Donald Brice-Camgan avec nous ce matin, madame, monsieur. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi, et bonjour à nos téléspectateurs. Une lettre d'un enseignant de secondaire du lycée bilingue de Makepe adressée à l'enseignant décédé au lycée de Nkol-Bisson. On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui. Un enseignant du lycée de Makepe. Ok, d'accord. Également sur le plateau ce matin, Bourbengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses ce matin. La première, le tribunal a refusé une liberté provisoire aux détenus du MRC Mamadou Mota notamment. Mais Mancho BBC, les autres ont pensé peut-être que ça pourrait être compliqué, mais même pour Mamadou Mota, ça devient compliqué. La deuxième chose, c'est le Fonds monétaire international qui interpelle le gouvernement camerounais pour le niveau de son endettement. Le FMI pense que le Cameroun risque d'être bloqué parce que le niveau d'endettement est bas et surtout les décaissements. Rien ne va, on prend de l'argent, on injecte dans des projets qui ne permettent pas à l'État du Cameroun de rembourser, mais même là, ces projets sont inachevés. Donc, à quoi sert la dette? Le FMI serait tenté de poser la question. D'accord. Nous sommes le 28 janvier 2020. On se souvient qu'il y a un an précisément, Maurice Kamto et plusieurs autres cadres du MRC étaient donc happés au domicile de Albert Zongan, ici à Douala. Il faut se rappeler, se souvenir de cette date-là aujourd'hui également, puisque vous évoquez cette libération conditionnelle refusée à certains militants du MRC, mais également à Mancho BBC. Madame, monsieur, restez avec nous le temps de monter en grade dans cette émission avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Je prononce votre nom avec un peu de chanson. En chanson, je me retrouve évidemment dans cette allure. Voilà, c'est impressionnant. Je sais pourquoi je le dis. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fopoussi, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous amène dans le quotidien de deux frères qui sont aujourd'hui à couteau tiré. Il s'agit de Célestin et d'Ephrem. Ephrem est le frère aîné de Célestin qui vit à l'étranger depuis sensiblement 20 ans. Célestin, resté au Cameroun, lui est maçon et logiquement, lorsque Ephrem a pensé à faire construire sa maison au Cameroun, il a coopté son frère, comme on dit généralement, et a commencé à lui transférer les fonds pour construire cette maison-là. Au départ, Célestin, lorsqu'il a débuté le chantier avec notamment la fondation, il a envoyé des photos au fur et à mesure à son frère pour lui montrer l'avancement des travaux. Juste à côté, Ephrem envoie la somme de 500 000 francs
à son petit frère au Cameroun pour que sur un espace du terrain à construire, celui-ci lance les poulets. Donc, logiquement, il s'attendait à ce qu'il y ait un certain revenu, mais après 3 mois, puisque c'est 3 mois qu'on fait avec les poulets, il fait savoir à son frère qu'il a perdu toute la production parce qu'il y a eu une peste et tout. Ephraim envoie un de ses amis resté au Cameroun aller visiter le chantier à l'aveuglette et celui-là se rend compte que les murs sont à demi, sont montés à moitié et que le chantier n'avance plus. Depuis 1 an, rien n'a plus été fait sur ce chantier-là. Aujourd'hui, Ephraim dit qu'il vient bientôt au Cameroun. Il ne sait pas comment se comporter avec son frère qui lui a pris plusieurs millions et il s'interroge sur la question de savoir est-ce que son frère a vraiment lancé ses poulets avec les 500 000 francs qu'il lui avait envoyés. Une autre question se pose également. Lorsqu'on veut faire des affaires, est-ce qu'on doit impliquer sa famille dans les entreprises? On va donc impliquer qui? Qui? Vous êtes, oui. Aussi, posez la question, dites que bon, Oui. on Est-ce fait les qu'on doit affaires, qui est-ce impliquer qu'on la va famille? impliquer? Qui on implique? Bon, non, en réalité, d'abord, est-ce que ce Ephraim est marié? Celui de l'étranger? Oui, celui qui est le benguiste. Ah oui, ah oui. Il est marié, il a une femme en bonne et due forme. Et des enfants. Et des De ce enfants. côté, oui, ça fait 20 ans déjà. Donc vous Non, imaginez je veux que dire, en c'est 20 ans, compréhensible. Parce oui. que j'ai... Célestin aussi l'est. Oui, j'ai observé que généralement, certains benguistes ont commencé à confier leurs affaires à leurs beaux-frères. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je constate juste que sur près de 5 à 6 que j'ai côtoyés tout récemment, dans les tout récents jours, ils sont en Europe et ils vous disent que leurs affaires au Cameroun sont gérées par les frères de leurs épouses qui vivent avec eux en Europe. Je ne sais pas pourquoi on fait ce choix, quelle est la pertinence d'un tel choix. Nos frères, nos frères. Je ne sais pas. Donc peut-être que le fait que vous confiez votre chantier d'abord à un frère, parce que c'est normal, vous avez un frère, vous lui confiez votre chantier, voilà, il y a une forme de confiance naturelle qui s'installe déjà. Et donc vous avez également une activité que vous voulez lancer, vous lui confiez également l'activité, mais il ne fait rien. Il l'utilise pour manger, pour faire ce qu'il a à faire. Ah oui, c'est ça. Il faut bien interroger aussi, on va dire quoi, la moralité de ce frère-là, au moins. Alors, Boro Bengan, dans l'histoire de ce matin, de quoi il s'agit? Non, il s'agit de 2 frères qui ne se connaissent pas, premièrement. Deuxièmement, de Célestin qui veut escroquer son frère aîné. Et ce n'est pas bon. Ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que vous avez grandi ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure d'interroger la moralité de quelqu'un. Quand vous avez votre frère ou votre soeur qui est dépensier, vous devez le savoir. C'est-à-dire qu'en l'engageant dans un certain type d'activité, vous devez vous dire, bon, l'argent que j'envoie, s'il réussit, en fait, je ne peux pas lui dire que c'est un don que je lui fais, mais je vais couvrir ça sous, j'allais dire, le manteau d'un investissement que je veux faire. Mais en fait, c'est pour lui. S'il réussit, bon, voilà, comme c'est lui qui a choisi de faire, on peut prospérer dans l'élevage de poulets, bon, on lui dit, s'il réussit, tant mieux. Il ne réussit pas, voilà. Mais s'ils ne se connaissent pas, quand il envoie, il a confiance, il pense, non, ça revient. Il envoie quelqu'un d'autre inspecté par derrière. Ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Bon, ça veut aussi dire que ce frère-là est dans le besoin aussi. Non? Je ne pense pas, parce que... Il y a un écart de niveau entre les deux. Non, pas nécessairement. Donc, Il comment ça peut se fait? avoir, il peut en avoir, mais votre frère peut bien vous entretenir. Dans Oui, je dis. Voilà. Mais il n'y a pas de jalousie entre frères de toutes les manières. Parce que votre frère qui a un peu, comme on dit au Cameroun, il ne peut pas vous laisser dans la dèche. Il sait que tiens, et dans... Ça ne suffit pas. Voilà, et c'est donc dans ce moment qu'on imagine une activité génératrice de revenus. Et dit, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? L'élevage de poulets. D'accord, tu es maçon, tu vas te débrouiller à avoir un peu, mais à l'élevage, voilà. Moi, je repars encore sur un principe, pour qu'on se comprenne bien. Hein. Vraiment, je dis, est-ce que le frère qui est resté en Europe s'est imaginé un piédestal, un chef, et il a un frère qu'il considère comme un valet, Son petit qui va rester, oui, même son petit frère, ça reste son frère, qui va rester au Cameroun et gérer les petites affaires
La manutention, oui, c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on a un chantier, qu'on confie à un petit garçon qui va surveiller, être vos yeux. Voilà, le thème c'est être vos yeux et vos oreilles dans le chantier. Ça passe comme ça partout, vous avez les frères comme ça, ils disent, touchez mes yeux et mes oreilles, mais au final, vous n'avez presque rien. Ça veut dire que vous faites le sale boulot, mais vous n'avez rien. Est-ce qu'on peut considérer cette hypothèse comme rentrant dans le cadre de cette histoire? Non, je ne pense pas. Oui. Je dis, entre frères, il n'y a pas de cachotterie. Quand vous arrivez à des cachotteries, ça veut dire qu'il y en a un qui est un escroc. Et ce n'est pas bon. Donc, ici, je ne sais pas dans quel type de relation ils ont, mais je me rends compte qu'ils ne se connaissent pas. Justement, c'est les yeux d'extérieur qui vont dire, ah oui, mais comme lui, là, en Europe, il a un peu, et son frère est ici, il ne frappe que des parpaings, il n'aime même pas son frère, il ne veut pas l'aider. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas son frère. Les deux, ils ont les mêmes parents. Oui. Bon, l'autre, peut-être, il n'a pas poussé à l'école et tout, il est dans cette situation. Mais est-ce que la famille l'a abandonné? On ne sait pas. L'histoire ne nous dit pas. L'histoire nous dit que celui qui est ici, il a sollicité faire l'élevage. Mais il est maçon de formation, il sollicite faire l'élevage de poulets pour sûrement. Mais est-ce que celui qui il faisait l'élevage pour celui qui est en Europe? Oui, c'est pour lui. Voilà. À ce moment-là, ça veut dire qu'il doit savoir. Il doit contrôler. Ça veut dire qu'il avait un salaire pour ce qu'il faisait. Absolument. Mais ça veut dire également qu'il faut, vous avez interrogé la rigueur tout à l'heure. Certes, il faut être rigoureux. Ce n'est pas parce que c'est votre frère, vous dites, bon, non, c'est un investissement. Dans cet investissement, et qui sont, vous savez bien qu'on fait les études, poulet de 30 jours, à pendant de 30 jours, on commence à... Mais le poussin d'un jour qu'on achète, pour qu'il atteigne 30 jours, il y a un encadrement particulier à faire. Donc, s'il ne le fait pas, et tu dois contrôler. Ce n'est pas parce que c'est ton frère. Le groupe Toyota, c'est une famille. On est bien d'accord que, on est bien d'accord que le frère ait ses oreilles et ses yeux au Cameroun. Donc, c'est lui, en fait, qui est chargé de contrôler les activités du chantier, si ça avance ou ça avance pas. Oui. S'il y a ça de ciment que les manœuvres ont dilapidé, c'est lui qui doit s'assurer que le sac de ciment ne soit pas dilapidé. C'est lui qui construit. Et voilà, c'est lui. Voilà. Et il ne le fait pas. Et il ne le fait pas, il a détourné. Ça veut dire que c'est un frère escroc. Il a détourné. Il a détourné. Et justement, donc son frère, Ephraim vient lui dire, mon frère, voilà. Puisqu'il a l'information par des voies, j'allais dire, officieuses, il vient le surprendre en lui disant, mais c'est quoi? D'accord. Est-ce que le mieux, une fois, ce n'est pas de conseiller ce matin que si on a une affaire, autant mieux fuir son frère comme la peste? Non. Est-ce qu'on doit retenir ça comme... Est-ce le message qu'on est censé retenir ce matin? Parce qu'après, c'est très compliqué. Hein? J'ai dit non, puisque, en fait, à quel moment vous allez vous reprocher, vous les frères? Vous allez vous reprocher quand vous allez faire les funérailles de papa? Parce que même en faisant les funérailles de papa, les mêmes choses arrivent. Oui. Vous allez donc vous reprocher. Vous allez avoir des commissions. Voilà, donc en fait, non, vous devez commencer par la famille et justement éliminer ces des frères ou sœurs que vous savez n'ont pas d'intelligence avec l'argent, qui ont des facilités à dilapider l'argent. Vous leur reprochez et vous attachez le cœur, comme on dit, vous devez être rigoureux. D'accord. Alors, Donald, sur l'histoire de ce matin, vraiment, quelle est la position qu'on doit avoir adoptée? Bon, d'abord, je constate qu'il y a un mensonge familial dans le cadre de cette histoire. Célestin a menti. Il a, on pourrait me dire escroqué, son frère Ephraim, qui lui a fait confiance en lui mettant à disposition de l'argent pour des investissements au Cameroun. Cette histoire me parle parce que j'ai une histoire quasi similaire. Moi, je n'étais pas à l'étranger, mais j'ai confié de l'argent. J'ai confié de l'argent à un frère, peut-être qu'il m'écoute. Vous avez confié de l'argent à un frère? Oui, une somme assez consistante. Assez consistante. Il se trouve que j'avais fait auparavant une promesse à mon frère, mon petit frère en l'occurrence. Oui. Je lui avais fait une promesse d'argent et il m'a demandé de lui faire un prêt. Oui. Je lui ai fait le prêt et après il m'a dit, bon, tu m'avais dit que tu me donnerais tant. Et alors il a retenu l'argent à l'échéance de remboursement. Il a dit non, tu m'avais dit que tu me donnerais. Mais j'ai dit que je te donnerais, mais
là, c'est pas cet argent que je t'ai remis. Alors, ça fait quelques soucis. J'étais un peu énervé. Après, je suis venu à la raison pour me rendre compte que, de toutes les façons, c'est un petit frère. Et peut-être qu'il le fait par ignorance. Après, lorsqu'on se trouve à la réunion familiale... Oui, c'est vrai ce que vous dites. Parce que après, est-ce que le frère pense que en dérobant votre argent... C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Voilà. Lui pense que votre argent... C'est ton argent, le sien. éventuellement. Voilà, donc éventuellement, il y a également c'est la famille, des donc il y a pas de questions souci. d'ignorance, de naïveté dans tout cela. Très bien. Après, lorsqu'on se retrouve dans le cadre de la réunion familiale, on pose le problème. D'abord, on avait interpellé dans le cadre du forum de la famille. Écoute, tu devrais rembourser cet argent. À ton grand il a frère. promis, mais par la suite, il ne l'a pas fait. Dans le cadre de la réunion familiale, on lui a remonté les bretelles. Écoute, il t'a fait confiance, ainsi de suite. Il a reconnu, il a fait amende honorable, il a promis qu'il le ferait. Et moi, je lui ai dit, divise ça en 4 et donne-moi ce que tu peux me donner. Et par la suite, il m'a présenté des excuses et tout est revenu à la normale. Parfois, ce sont des questions d'ignorance et de dialogue. Parfois, lorsqu'on ne parle pas suffisamment avec son frère, il peut avoir des incompréhensions, des malentendus comme cela, évidemment. Je pense que si Ephraim, comme il est au Cameroun, il doit rencontrer Célestin et peut-être qu'une réunion familiale doit se tenir au cours de laquelle les acteurs, les membres de la famille doivent se parler, discuter. L'essentiel étant que Célestin reconnaisse qu'il est en erreur, qu'il a trahi la haute confiance de son frère et évidemment aplanir cette question. Il faut juste que Célestin soit humble, c'est tout. Ok. Alors, non mais, sincèrement, il est quand même intéressant de constater que il y a dans l'opinion une certaine idée qui est en train de se construire avec des gens qui sont anti-famille et qui désormais, comme Karine Sonja, disent que lorsqu'on a une affaire, qu'on ne confie pas à son frère. Alors qu'on a vu des grandes familles qui sont construites avec des frères qui sont mis ensemble et qui ont fait de grandes choses ensemble. Donc, dans les affaires marchent plutôt très bien. Oui, non, je veux dire qu'à un moment donné, c'est un délitement de la famille quand il se met en place. Et on ne doit pas, dans cette émission, promouvoir cette tendance. La caisse de résonance d'une telle façon de penser. Parce que c'est les familles, et dans les familles, il peut y avoir des échanges entre les frères et les sœurs pour se dire, voilà ce qu'on fait. Karine. Donc ça veut dire que dans la famille, si quelqu'un est manœuvre, transformez-le en ingénieur parce que vous voulez construire votre maison. Et on peut faire des autodidactes, bien entendu. Ok, voilà l'autodidacte qui vous a traité. Dans cette situation... Ou même le former. Il ne l'a pas formé, mais il a quand même donné un chantier. Il ne faut pas qu'on prenne... Il ne faut pas qu'on commence... On juge le maçon. Bon, c'est quand le mur est debout qu'on finit par confirmer que le maçon travaille bien. Quand vous mettez le premier parpaing, vous n'avez rien fait. On veut voir le mur debout et que la maison ne tombe pas après 2 ans. On est en train de parler là d'une situation de famille où il y a eu beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Moi, je connais une femme, voisine très proche, qui a laissé la construction de sa maison ici. Vous voyez une femme aux États-Unis qui se bat. Si elle vous explique le nombre d'activités qu'elle fait par jour, au moins 3 emplois. Au moins 3 emplois. Elle n'est pas mariée du tout, elle a été divorcée. 3 emplois pour pouvoir survivre et construire sa maison ici pour mettre en location. Mais si vous voyez ce que ses frères, son frère et sa mère qu'il a accouché ont fait de ses biens, elle est venue vendre une maison en étage à 2 millions pour pouvoir fuir. 2 millions de francs, c'est pas maison en étage construite où? À la cité SIC. Donc je ne suis pas en train de parler des choses que je ne maîtrise pas. Une femme et c'est vendu déjà. Parce que pour vendre ça, c'était trop de problèmes. Vous savez que généralement dans les familles, ne pensez pas que parce que vous êtes à un certain niveau, les gens vous acceptent comme ça. Hein. C'est pas dans toutes les familles qu'on fait ce que vous expliquez ici là, que il y a l'amour, il y a l'évolution, il y a L'Oréal, il y a Toyota, il y a ceci. C'est pas comme ça partout. Du tout pas. Et il y a des familles où il y a une personne, même un membre, un parent, même un père, peut nourrir ça en un des enfants. Hein, depuis que ton frère est parti, il ne me donne que 50 000 le mois. Hein, machin, il est monté les descendu. Et ça commence les problèmes comme ça. Vous voyez votre frère grandir. Alors tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as jamais rien donné. Depuis que je suis là-bas, hein, ils ne vont pas ce que tu m'as donné. Et ça commence comme ça. Le jour où vous dites que donc, vraiment... vous dites que les parents ont leur responsabilité. Oui. Le jour où, à un moment donné, vous décidez de faire un investissement et vous comptez, même parfois même ils ont la compétence nécessaire
Je dis pas une affaire de manœuvre qui devient vraiment chef de chantier. Non, je parle là de quelqu'un qui a une compétence nécessaire, qui prend votre chantier et qui le dilapide, qui saccage votre investissement et vous vous retrouvez là avec les yeux d'un cadavre. Il filme les maisons déjà construites, il vous envoie. Il vous dit non, voilà, on est à tel état, on est à tel état, et pourtant rien du tout. Si vous n'avez pas la présence d'esprit d'envoyer quelqu'un comme ce monsieur, vous n'allez jamais savoir ce qui s'est passé. Non mais Karine, est-ce que vous avez conscience que vous pouvez confier ce que vous vous dites là à une tierce personne qui n'est pas de votre famille? Et fait la même chose. Et cette personne fait la même chose. Alors, ce qui est bien avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, c'est qu'on peut porter plainte. Même à la famille, on porte plainte. Avec la famille, on nous dit ici qu'on ne pose pas les problèmes de la famille au tribunal. On va poser au tribunal. On n'est pas au tribunal. Oui, mais la famille Relativement. La famille va punir, va pas rembourser mon Elle argent. va pas rembourser. Donc mieux, ce soit un étranger, on gère business to business, le moment venu, je porte plainte, tu me rembourses mon argent. Là, on est là comme des partenaires. C'est pas une affaire de famille, et ne peut pas faire ceci, pourquoi tu poses ton frère, pourquoi tu fais ceci. Non, je n'aurai pas de remords familial, je n'aurai pas à avoir des problèmes pour entrer dans ma famille, pour assister à un événement dans ma famille parce que j'ai fait telle chose. Non. Là, on est dans le business et le business ne connaît pas la famille. Quand vous gérez votre affaire d'argent et que vous pensez que c'est en mettant votre frère que ça va marcher, c'est vrai que ça marche pour des gens qui sont consciencieux, qui pensent que, en fait, puisque c'est un business de la famille, il faut que ça grandisse pour continuer à aider les enfants qui arrivent dans la même famille. Mais si vous avez des gens autour de vous à qui vous envoyez de l'argent et qui se bombent le torse, j'aime mon frère, il passe s'asseoir dans les snacks, c'est lui qui claque les 100 000 francs, c'est lui qui boit les grands whisky, et pourtant là-bas vous vous sacrifiez, vous n'arrivez même pas à prendre un verre de vin en une semaine, mais le gars se claque des whisky ici avec votre dur labeur. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas le sang qui garantit la certitude de l'investissement. Donc, mais ce n'est pas non plus un cas particulier qu'on va ériger en règle générale. Okay. Parce que même en prison, on peut vous condamner à 20 ans, mais on vous dit, vous ne faites pas les 20 ans, vous venez les faire dans des travaux d'intérêt commun. Ça Oui, aussi, il y a ces peines. justement. Donc, ça veut donc dire que la famille a des méthodes. Pas pour rembourser mon argent. Si, c'est un type de Il remboursement. a remboursé votre petit frère. Mais attendez, vous avez dit ici hier, comment une femme a refusé de se plaindre quand son mari est allé, elle est restée calme. Et on a vu comment le mari est resté embêté. Voilà. Clairement, C'est au la même chose. lieu d'avoir à se plaindre, Voilà. au lieu d'avoir à se plaindre auprès de la famille pour un problème, Non. je ne fais même pas de business avec la Le famille. développement est Je fais pas de business communautaire. Le avec la problème, c'est que famille. vous n'avez pas exploré les méthodes de répression de la famille. Parce que les gens pensent que Vous quand vous êtes à pensez que l'étranger, c'est un vous avez remboursement un d'argent. arbre où vous arrosez Oui, chaque quand vous avez jour pour remboursé que l'argent tu dis pousse. non, je Non. ne prends pas l'argent. Fini la maison. Je gère mon business bien fait avec ceci. des étrangers et généralement, Ok. moi ce que j'ai observé dans ces choses-là, c'est qu'avec les étrangers ça marche bien. Un peu de discipline, je vous en prie. Avec on ne connaît pas, ça marche bien. Le temps de parole consacré à Dominique Audrey Oyengele, qui a tout à l'heure exclamé, qui s'est exclamé tout à l'heure en disant ah mais hier c'était pas l'argent qui posait problème. Comme quoi l'argent aurait pu faire que cette femme devienne bruyante comme on a coutumé. Mais comme il n'y a pas d'argent, elle peut rester calme. Oh, mais c'est pas très gentil pour les L'argent, femmes. ça ne blague pas, monsieur Fopossian, ça ne Oui. reste pas avec l'argent. Quand vous parlez avec des personnes qui sont à l'étranger et qui vous donnent leurs emplois de temps de travail, les conditions dans lesquelles ces personnes-là travaillent et qu'elles réussissent à envoyer de l'argent, investir de l'argent ici et que ce soit dilapidé comme ça. Non, même si c'est mon frère, je vous en prie, ma mère va pleurer, elle va me maudire, elle va faire ce qu'elle veut, mais je vais lui porter plainte. First of all. Il y a que je trouve que ce frère et sa femme sont stupides. Sa femme surtout. Parce que vous avez un mari qui est maçon. Et on lui envoie l'argent de l'étranger pour construire. La chose qui est certaine, c'est qu'il aura d'abord un surplus d'argent. Moi, je dis que si quelqu'un vous donne 20 000 pour acheter un truc et que vous pouvez arriver au marché, discuter cette histoire même à 17 000, les 3 000 de dessus, c'est à votre avantage, c'est votre bénéfice, Ouais. monsieur Fopoussi. Si cet homme avait un peu de jugeote, sa femme surtout, elle aurait dit à son mari, mon père, non, monseigneur. Comme C'est pas fair play. non, ça l'est, Non, ça non, l'est. c'est pas fair play ce que vous faites. Pourquoi? Non, c'est pas Non, mais fair on play a dit, attendez, ce je vous que explique. vous faites. Non, il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook que vous appelez votre mari mon père pour aller appeler le pasteur monseigneur. Donc, mieux on dit donc au mari monseigneur. En Donc, tout cas, c'est pas le sujet. oh, monseigneur, voilà ton frère qui a donné l'argent comme ça. Je pense que
si on investit un peu comme ça, et que dans le petit argent là, je prends un peu, je commence même à tourner, je fais même un peu les beignets, on va permettre de rembourser et autres. C'est quel type de femme que vous décrivez comme ça? Une femme normalement constituée. Voilà. Une femme qui veut que son mari évolue. Non, non, Dominique, normalement, je veux dire que quand on parle de femmes normalement constituées, ne venez pas nous faire rêver. Non, c'est pas un rêve, monsieur Parce Fabousi. que je vous dis qu'il y a des femmes qui vous empêchent de travailler. Hein. Oh. C'est-à-dire qu'une femme qui confisque, détruit votre appareil, votre outil de production. Ça veut dire qu'elle sait que vous avez un téléphone, dans sa colère, elle vous le détruit ou elle vous prive de ça. Après, on vous chasse du boulot. Non, le type de femme que vous expliquez là n'existe pas. Si, elle existe. Et si une femme casse le téléphone de son mari ou bien casse la moto de son mari, ça veut dire que son mari a dû faire quelque chose de très grave. Donc, il faut aller questionner le pourquoi de cette action-là un peu plus haut. Donc, je pense que si cette femme avait pris les choses comme ça, et vous savez que les poulets, ça donne énormément. Avec 500 000, c'est même beaucoup, puisque le frère... Moi, je pense que, monsieur Faupoussi, même si on va estimer que c'est un peu le vol ou bien le détournement, si quelqu'un vous donne son argent, vous pouvez prendre cet argent, le fructifier et rembourser. Maintenant, les premiers bénéfices vous reviennent. Si votre frère qui est à l'étranger... C'est aussi le vol, hein? Mais c'est un bon vol. Ah, d'accord. C'est un bon vol. Vous catégorisez le bon vol et le mauvais vol. Au moins, on aura livré le chantier. Vous ne manquez pas d'idées. Hein? Non, mais je pense qu'ils auraient dû prendre leur part là-dedans sans forcément détourner complètement l'argent. Ils pouvaient s'en sortir parce que ce qui est sûr, il y avait un surplus au niveau du montant et il y avait également le salaire de ce frère-là. Donc, à toutes les femmes qui nous écoutent, quelle que soit l'activité de votre mari, trouvez le moyen d'ajouter quelque chose en plus. L'argent, ça ne se garde pas comme ça. L'argent, on le multiplie. De quelque façon que ce soit, il faut trouver un moyen de le multiplier pour ne pas être totalement dépendant de ces frères-là qui sont toujours à l'étranger. Parce que moi, je ne serais pas content d'être avec un homme à qui le frère envoie de l'argent tous les jours. Je trouve que c'est réducteur pour un homme avec lequel je veux être. Qu'est-ce que vous lui apportez? À mon homme? Oui. Mais je vais travailler. Voilà. Du moins quand je l'aurai. Ok, d'accord, très bien. Ah, vous ne l'avez pas encore? Pas encore. on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, messieurs. Merci infiniment à vous de nous rester fidèles. Tout de suite, c'est la colère de Donald de Brice Kamgan. À tout de suite. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur une question majeure. La navigation à vue dans le système de gouvernance au Cameroun. Une navigation à vue qui se traduit de diverses manières, l'une d'entre elles étant l'absence, sinon l'irrégularité créate de la tenue des conseils de ministres. Le dernier conseil de ministres au Cameroun remonte au 16 janvier 2019. À cette occasion, Paul Biya rassemblait son nouveau gouvernement à la tête duquel venait d'être porté le nouveau Premier ministre Joseph Dion Ngouté. On apprendra à la sortie de ce conclave du nouveau chef du gouvernement d'alors que le président de la République a instruit le travail en collégialité, la solidarité, l'ardeur au travail, entre autres. Avant cette session, la dernière remontait au 15 mars 2018. La réunion des ministres intervenait alors après le remaniement du 2 mars de la même année. Le conseil du 15 mars 2018 intervenait lui-même après celui du 9 décembre 2014, soit 4 ans plus tôt. Le constat est affligeant, quasiment. Le conseil du ministre au Cameroun se tient selon des déterminants et des critères qui se résument à l'humeur et au bon vouloir du prince. Celui-ci usant et abusant.
de l'obscur pouvoir de discrétion. Dans les habitudes institutionnelles, l'indispensable conseil de ministres dans notre régime présidentialiste est subrepticement substitué au conseil de cabinet. Ce conseil de cabinet qui au Cameroun est présidé chaque dernier jeudi du mois par le chef du gouvernement, sans consistance certaine, le plus souvent. Le conseil de ministres ne peut pas être facultatif dans le système camerounais de gestion des affaires publiques. Pour au moins 3 raisons. D'abord, de façon globale, les conseils de ministres sont des instances hautement stratégiques au sommet de l'État d'un pays. Ils sont l'occasion pour le président de la République d'évaluer, de réajuster, de recadrer les membres du gouvernement et surtout de fixer le cap. Deuxièmement, la tenue des conseils de ministres obéit à un principe cardinal en démocratie, le principe de la redevabilité. En démocratie, en effet, on rend compte de ce qu'on est censé faire. On rend compte de ce qu'on n'a pu faire. On rend compte de ce qu'on n'a pas pu faire. On rend compte des obstacles. On rend compte des défis à relever. Troisièmement, la présidence de la République au Cameroun est quasiment, et ce n'est pas exagéré de le dire, le centre de gravité de la Terre, où tout se décide. La moindre décision à prendre, on doit se référer à la présidence de la République. Les rapports de la CONA sont transmis à la présidence. La plupart des rapports, des commissions, des instances de gouvernement se réfèrent généralement à la présidence de la République. Cette présidence qui doit évaluer l'action gouvernementale, la critiquer, la réajuster, la recadrer, l'évaluer, n'en a que cuire, évidemment. Conséquence, l'inertie s'installe, l'impunité, la permissivité. Conclusion, l'inaction, l'incohérence dans l'action gouvernementale. Aux grandes dames du plus grand nombre. À demain. Voilà. La colère ce matin de Donald Brice-Kamgan, une colère, on va le dire, sur ce conseil ou sur ces conseils de ministres qui sont inexistants au Cameroun. Beaucoup diront qu'il y en a eu quelques-uns, mais on va dire que c'est inexistant parce que c'est pas présent. Lorsqu'on compare avec d'autres pays en Afrique, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, on voit très bien que le rythme est un rythme hebdomadaire. Et c'est encore plus grave si on compare les conseils de ministres avec les conseils de cabinet qui, comme vous le savez, regroupent les ministres autour du tout premier, donc du Premier ministre. Et ces conseils de cabinet-là, malheureusement, c'est pas toutes les semaines, mais c'est tous les mois, c'est mensuel, c'est tous les jeudis du mois. Donc on voit très bien que là encore, on peut s'interroger, que ce soit sur la tête, parce que l'exécutif camerounais est à 2 têtes, donc il y a le président de la République et le Premier ministre. Donc on voit très bien que cette organisation bicéphale fait en sorte que vous avez les 2 niveaux où il n'y a pas une réunion régulière, une rencontre régulière entre les différentes personnes pour pouvoir décider de comment va avancer le pays. Et on s'interroge comment justement ces choses-là se passent. Au Bengan, on peut aujourd'hui se rendre compte qu'il y a beaucoup de comités interministériels, beaucoup de comités de pilotage, beaucoup de réunions au sommet, mais finalement, tout ça se révèle inefficace. Comment on en est arrivé à un pays qui soit autant grippé dans sa manière de fonctionner? On est arrivé à ça au milieu des années 80, notamment en 86, où on a commencé la navigation à vue. Vous voyez, lorsqu'on parle de conseil de cabinet, et vous savez très bien que la structure du gouvernement comporte en son sein des ministres délégués à la présidence de la République. Quelle est donc la marge de manœuvre du Premier ministre en donnant des instructions à un ministre délégué à la présidence de la République? Voilà. Autre chose.
C'est une grande question. Oui, oui. Voilà, c'est là où ça a commencé à être plombé. Et Babi Sakana, j'aime bien son mot lorsqu'il parle de l'entrepreneur en chef. Donc l'entrepreneur en chef a plombé lui-même le fonctionnement. Et le professeur Onangini disait que c'est un gouvernement qui n'est plus dans l'axe, qui a dévié l'axe. Désaxé. Qui est désaxé, complètement désaxé. Oui. C'est ça l'ambiguïté. C'est en milieu des années 80, notamment l'année 1986. Notamment. Donc, vous voulez dire qu'avant cette date, le Cameroun avait un fonctionnement institutionnel absolument beaucoup plus dynamique. Oui, celui qui est, je pense à l'agriculture aujourd'hui, mais non pas à l'agriculture, mais Yéba ici, à l'urbanisme, au domaine, voilà. Il a été pendant longtemps secrétaire du Conseil des ministres, étant même jeune, je ne pense pas qu'il avait 30 ans. Il a été pendant longtemps secrétaire du Conseil des ministres. Donc, tout à fait. C'était une structure qui fonctionnait, normalement. Et c'est malheureusement. Donc, ça a plombé l'action du gouvernement. Lorsqu'on parle, il a dit tout à l'heure de la cohésion de l'action gouvernementale, et on interpelle le Premier ministre, ce n'est pas possible. Lorsqu'on parle de l'inertie, on interpelle le Premier ministre, ce n'est pas de sa responsabilité. Donc, vous verrez à quoi sert le secrétaire général de la présidente de la République qui est ministre d'État. Vous avez vu dernièrement, avant même qu'on ne lui donne les délégations de signature, lui, il avait instruit le secrétaire général des services du Premier ministère de faire un certain nombre de choses. C'est une incongruité. Quand on lui donne donc la délégation de signature, c'est validé par la Constitution, c'est acté par la Constitution, il instruit au Premier ministre que non, les DG qui ont mis l'homme au poste là, laisse-les tranquilles. Bon, vous voyez, ça commence à donner des choses terribles qui auraient pu être réglées en Conseil des ministres. Donc là, c'est le président lui-même qui parle. Deuxième chose que je voudrais dire, je pense que lui-même, le chef de l'État, a su qu'il n'avait pas d'une grande communication à faire. Parce que au Conseil des ministres, on travaille. Chaque ministre expose. Mais lui, il n'est pas habitué à ce genre de Conseil des ministres. Alors qu'il a été Premier ministre, il a assisté à des conseils des ministres. Et il voyait comment le président travaille. Mais lui, il vient, il fait une communication spéciale et vous partez. Vous rappelez... C'est à se demander. C'est à se demander, mais à quoi ça sert justement. On pouvait leur envoyer justement... Voilà. Et il y en a un qui nous regarde sûrement, qui a eu des problèmes par rapport à ça. Marafa? Non, Ambasala, Patrice Ambasala. Il est nommé, je pense, en 2011. C'était le 9 novembre. 11. Le 12, ils vont à la finale de la Coupe du Cameroun. Bon, quand il commence donc à se dire je suis l'ingénieur de l'État. Or, les textes qui s'organisent son ministère à ce moment-là, lui confère le titre d'ingénieur de l'État. Il doit suivre. Mais comment on peut donc s'engager dans des grands chantiers et on oublie l'ingénieur? D'accord. Ça devient ambigu. Quelle pourrait être la plus-value ou simplement les avantages d'une tenue régulière des conseils des ministres? La tenue régulière des conseils des ministres n'a que, j'allais dire... Quelques exemples quand même. Premièrement, on connaît la structure du gouvernement. Est-ce que vous pouvez donner un nom à chaque image de membre du gouvernement? On ne connaît pas. Donc, même les photos. Lorsqu'on vous dit gouvernement, vous avez vu comme ça. Donc, l'incohésion de l'action gouvernementale. Donc, ça n'a que des avantages. Et les chantiers novateurs. Le glissement des dates, par exemple. Le chef de l'État aurait déjà eu ça en conseil. S'il y avait des conseils des ministres, il aurait eu le bon rapport de conseil des ministres. On aurait eu, lorsqu'on vous dit que on appelle ça, le colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, a démantelé un vaste réseau de fraude à la place portuaire à Douala. Donc, le ministre délégué à la gendarmerie apporte ça au Conseil des ministres. On en discute. Voilà. Parce que le ministre de la Justice est là, les autres, ils donnent des fois. Et le ministre des Transports. Voilà, le ministre des Transports fait, quelles sont les responsabilités de la place portuaire de Douala? On donne les responsabilités à chacun, comment, mais malheureusement... Est-ce que ce n'est pas justement là la volonté du président de tenir lui seul les manettes et de ne partager aucune miette de son pouvoir avec quiconque? Je pense que oui, à l'observation, c'est cela.
Oui. C'est exactement cela. Elle veut dire que, mais si je le fais, peut-être que pourrait avoir un groupe de ministres qui peuvent avoir, comment je vais dire, fonder un noyau où ils vont étudier. Donc, il y a lui et les autres. Et c'est chacun qui entre à la présidence qui est devenu une nébuleuse. La présidence a dit que... Rappelez-vous même, c'est un problème de Miss Cameroun. Le Miss Cameroun entre à la présidence là où le ministre de certains ministres n'entre pas. Il vient avec les instructions de la présidence. Donc, le chef de l'État, c'est effectivement ça, c'est une orientation de sa politique, mais malheureusement qui plombe son action. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit dans l'administration, on ne relance pas la hiérarchie, on ne relance pas la présidence. Ça veut dire que même quand vous soumettez un dossier à la présidence, vous n'avez pas le droit de revenir demander, mais monsieur le président, ça fait 2 semaines ou 3 semaines ou 3 mois que j'ai un dossier sur votre table. Mais Voilà. attendez, Ça veut donc dire qu'on ne respecte pas la loi chez nous. On ne relance pas qui, on relance tout, on devrait relancer tout le monde. Vous Oui, dites mais ça, justement, c'est la pratique. oui, C'est la pratique. effectivement, nous on a Malheureusement. érigé la pratique en loi, c'est Oui, contre la loi. malheureusement. Le président de la République est au service du peuple. Le peuple n'est pas au service du président de la République. Mais vous rappelez de ce pamphlet, c'est pas péjoratif de le dire, enfin c'était un écrit quand même assez fort, une publication de l'actuel ministre des Sports et l'éducation physique, un professeur d'Assistement de Combi qui avait écrit sur l'infaillibilité du président. Oui, Donc oui, tout on à parle fait. du principe que le président est infaillible et que si vous le relancez, vous considérez qu'il a oublié ou qu'il ne pense pas à vous. Donc vous mettez à mal l'infaillibilité du président de la République. La C'est très preuve, important il a de même dire ça. matérialisé Ouais. avant qu'il ne devienne ministre. Oui. Le 31 décembre 2003, le chef de l'État fait un discours à la nation où il dit qu'il n'y a pas de bonne politique énergétique pour le pays. Et le 4 janvier 2004, me le combien à la tête de l'intelligence camerounaise qui initie une lettre qui dit que ils ont guetté l'avenir. Ils ont scruté les trucs et c'est le chef de l'État qui a une bonne vision. Vous voyez ça. Quelqu'un vous dit que moi j'ai échoué. Guetter l'avenir, éclaireur de conscience. Voilà, éclaireur d'avenir. Éclaireur de conscience, le guetteur d'avenir. Voilà. Le chef vous dit, comme vous voyez là, j'ai failli. Il dit que non, le gars là, il est infaillible. C'est lui, vraiment. Peut-être que Jésus et Mahomet se sont rencontrés au ciel, ils nous l'ont envoyé ici. Il ne peut pas faillir. Voilà, tout à fait. Alors, Dominique Audrey, comment vous expliquez cette absence de conseil de ministres dans ce pays, alors qu'on voit très bien que la pratique est très importante ailleurs et les choses se passent à peu près mieux qu'au Cameroun? C'est simplement que la personne qui met ses ministres à ces postes-là estime que ça ne vaut pas la peine puisque les ordres viennent de lui. Cette ministre-là ne pense pas suffisamment pour qu'il ait à s'asseoir avec eux et leur demander leur avis sur quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, un conseil de ministres, c'est une sorte de réunion où on débat de la mise en œuvre et la mise en œuvre d'une certaine politique, de certaines politiques gouvernementales. Donc, comment dans un pays, si on part par exemple sur le plan de la santé, avec tous les problèmes qu'on rencontre dernièrement, on n'est pas encore eu un cabinet de ministres pour que le ministre de la Santé explique au président de la République comment se fait-il qu'il y ait encore le choléra, qui est aujourd'hui entre guillemets la variole du singe, comment est-ce qu'on va traiter le coronavirus par exemple, et peut-être si jamais ça arrive au Cameroun. Si jamais, on prévient, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, les institutions sanitaires, comment est-ce que ça se passe là-bas? Les conseils de ministres, ce sont des espaces de débat libres. Mais quand vous lisez par exemple le discours de 2018, du 15 mars 2018, vous vous rendrez compte que c'est, on parle de façon ramassée, globalement comme ça, on vous dit chaque ministre, chacun dans son domaine, devra faire ceci, réduction du train de vie de l'État, machin. Donc ce ne sont pas, c'est pas un débat en fait. On Ce sont des instructions c'est tout. qu'on vous donne. Le président, malheureusement, à travers ce que moi j'entrevois, n'a pas la connaissance de ce qui se passe sur le terrain. D'abord que moi je me demande, même si ces ministres-là ont la maîtrise de leur ministère, la personne qui les emploie, forcément, ne saura même pas comment ça se passe. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de cabinet de ministres après le drame de Ngouaché? Le conseil de ministres. Oui, un conseil de ministres après le drame de Ngouaché, que ce soit Ezeka et tout. On attend quoi? Une fois l'année pour venir dire aux gens réduisez le train de vie, le FMI machin, la crise anglophone ceci. Non, il en faut plus. Il en faut plus. Ça va permettre au président d'être un peu plus proche. Et je crois que ça va donner le travail à ces ministres parce qu'ils savent en réalité que bon,
nous, on n'a pas grand-chose à dire, hein, donc on n'a même rien à faire. Il va venir, il va nous dire ce qu'on a à faire et on va aller sur le terrain. Il y a même une incongruité en 2011, M. Fopossi. Le conseil des ministres qu'il tient, le président de la République donne à chaque ministre 6 mois pour lui dire pourquoi il a été nommé ministre. Et dire et ce qu'il est en mesure de faire. Donc, vous nommez les ministres, vous ne savez pas pourquoi vous les avez nommés. Et vous ne savez pas pourquoi vous avez restructuré le gouvernement. Vous dites, allez vous-même, faire vous-même votre feuille de route pour m'apporter. Voilà. Quelqu'un disait que le Cameroun est administré. Hein? Oui, absolument. Le Cameroun n'est pas géré. Et Pierre Flambon-Gaya, il a sorti d'ailleurs un livre comme ça en 87 chez l'Harmattan, Cameroun qui gouverne. Voilà, mais sauf que est-ce que le Cameroun est gouverné? Voilà, c'est justement lui parler ou administré. Ou administré. Puisqu'il n'y a personne qui gouverne. Voilà, il faut bien que l'on se comprenne sur les termes qu'on usite dans cette émission. Karine, on voit très bien que cet art, entre guillemets, que nous appelons absence de conseil des ministres, a des conséquences fortes sur le quotidien des Camerounais. Des conséquences très graves. Néfastes. Très grave. Vous oserez le dire, néfaste. Catastrophique. Oui. Un pays où, après tous les drames qu'on a eu dans les établissements scolaires, on n'a pas entendu un conseil de ministres, M. Fopossi, alors qu'il y a au moins 4 à 5 ministères qui travaillent sur la même question, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation de base, l'éducation secondaire, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Voilà, 5. On a, même avec le drame de Ngouaché, on avait trop de ministères qui se jonchaient. On a le ministère de la décentralisation, l'administration du territorial, on a le ministère de l'habitat, tout ça qui se jonche. On n'a rien vu. On a au Cameroun des ministères qui ne servent à rien. C'est pour ça que les réunions même durent. Les réunions même ne servent à rien. Vous êtes déjà entré dans une réunion qui ressemble à l'Assemblée. Qui parle? Tout le monde peut parler en même temps. Trop de ministres. Trop de secrétaires généraux, trop de secrétaires d'État. C'est pour que la réunion là se fasse avec qui est qui à la fin. Parce que après... c'est clair qu'à ce rythme-là, si on veut de la parole à tout le monde, ce sera un conclave d'une semaine. Hein. Évidemment. Non, il faut aussi tenir compte de cela. Avec si vraiment 670 autour d'une table, comme on le voit le plus souvent, et que chacun doit prendre la parole pour 5 minutes, et qu'après 5 minutes, on fait un petit débat sur ce qu'il a dit. C'est pourquoi on fonctionne en fonction des directives. Oui. On s'assoit, on écoute, et puis on va faire ce qu'on a à faire. Vous voyez un ministre ou un pays où même les conseils ministériels concernant seulement les ministres, c'est un problème. Les conseils cabinets. Des cabinets, c'est seulement un problème. Oui. Combien de fois en France, c'est tous les mercredis qu'il y a un conseil des ministres avec le chef de l'État. Tous les mercredis. Chez nous, il n'y a même pas. On parle de 2014 et 2019. Monsieur Fopossi, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Entre-temps, rien ne s'est passé au Cameroun. Donc, il n'y a rien qui a pu pousser un ministre à s'asseoir ou encore le président de la République a demandé un conseil des ministres. Il saute les ministres. Il organise le grand dialogue national. Voilà. Quand est-ce que lui-même il s'est concerté avec les gens qui sont autour de lui? Quand est-ce que lui-même s'est concerté? Parce que la concertation, c'était pas seulement nous, c'était pas seulement les partis civils, c'était pas seulement les partis politiques. Il y avait aussi lui là-bas dans son ministère. Oui. Parce que la crise que subit le Cameroun aujourd'hui, ça touche tous les secteurs d'activité. L'éducation, la sécurité, tout. Mais quand est-ce qu'il y a aussi un conseil des ministres pour parler de tout ça? Oui, donc on reste clair sur ce qu'on a dit. Inertie, on va dire ça, inertie. Vous l'avez dit aussi, lenteur administrative, il n'y a pas de coordination. Dossier bloqué, absence de cohésion, justement dans ce que l'on fait. Le Premier ministre dit quelque chose, le ministre de tutelle ne fait rien. En réalité, pourquoi l'exercice de conseil des ministres est important dans des pays qu'on vient de citer? C'est aussi dû au niveau de démocratisation de ces pays-là. Il ne faut pas l'oublier. Avec si le Cameroun était à ce niveau de démocratisation, vous aurez les conseils des ministres où vous avez de vrais débats idéologiques sur des décisions qu'on prend. Et c'est là où vous avez des gouvernements. Vous avez des partis politiques qui gagnent une élection, qui sont au pouvoir, mais comme dans ces partis politiques, il y a des ministres qui représentent certaines factions ou certains courants idéologiques de ce parti politique-là. Généralement, lorsqu'il y a une décision qui est prise au niveau du conseil des ministres, lui, il sort du conseil, il démissionne, il dit non, moi, ce qu'on a dit là-bas, je ne suis pas d'accord. Il démissionne en bonne et due forme. Absolument. Donc, c'est un exercice démocratique terrible, mais malheureusement, on n'a pas encore atteint ce niveau-là au Cameroun. Donald, juste un commentaire. Oui, 3 éléments. Le Cameroun a cette particularité. D'abord,
parce que si on tient compte de la taille du gouvernement, vous indiquez tout à l'heure qu'on a une soixantaine, près de 70 ministères assimilés. C'est énorme. S'il faut donner la parole à chacun d'entre eux, évidemment que c'est un exercice assez fastidieux. Si on regarde les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où ça se tient assez, soit hebdomadairement, soit mensuellement, la taille du gouvernement est relativement moins volumineux. Donc c'est d'abord au plan pratique assez difficile. Nous sommes également dans un régime assez permissif où chacun fait ce qu'il veut, où il y a un laisser-aller, c'est la cour de récréation. Mais également, il faut également dire que quelle que soit sa volonté, le chef de l'État actuel a des obstacles au point de vue physique, des capacités d'énergie pour pouvoir tenir assez régulièrement ce type de rencontre qui nécessite quand même une certaine vigueur, une certaine forme physique pour tenir cet exercice. Dans les pays où ça se tient régulièrement, au Mali, Ibeka est relativement moins jeune, plus jeune que notre chef de l'État, au Sénégal, Macky Sall, au Niger, ainsi de suite. Donc, il y a également ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. Je prends un exemple simple. En 2014, lors du Conseil cabinet du 9 décembre 2014, le plan d'urgence pour l'accélération de la croissance a été lancé avec une enveloppe de 920 milliards. 2014, la première année de mise en œuvre du PLANUT, tel qu'on l'appelle, c'était 2015. Donc le bilan devait être fait normalement en décembre 2018. 3 ans, c'était 3 ans, un plan triennal. Alors nous sommes 5 ans plus tard, alors que c'est un plan de 3 ans. Il y a des chantiers qui ne sont même pas encore exécutés à 50%. Donc, vous voyez très bien que une chose est de tenir les conseils des ministres, une chose est d'implémenter, de suivre de façon efficace les recommandations et les instructions qui sont données. D'accord. Merci à vous. On va s'arrêter là pour cette première partie de cette deuxième partie de l'émission. Vos nombreux messages, réactions sur les différents sujets que nous avons développés sur ce plateau depuis qu'il est 10h. Et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Beaucoup de choses à dire ce matin. Donc, Karine, nous nous tournons vers vous. Néant El Pacha qui écrit sur la page Facebook, le Conseil de ministres a pour principal objectif 1. Donner un compte rendu des instructions reçues, faire le bilan. 2. De faire des ajustements de feuilles de route si nécessaire. 3. Remettre au niveau de certains ministères, ne respectant pas leurs feuilles de route. De trouver des solutions aux difficultés rencontrées au cours du mois. De donner, si possible, des sanctions pour le non-respect ou l'insubordination et toutes les incohérences survenues lors du mois. Il est à noter également que le Conseil des ministres, s'il se tenait une fois le mois, devait durer en moyenne 3 jours pour une bonne séance de travail. Notre président est l'assis. Bon, je ne vais pas continuer. D'accord. Pas continuer. Voilà. Pas besoin d'être insultant. Oui, je reste prudente. Après l'avoir dit au moins, alors que vous auriez dû déjà l'extrait avant de lire. Non, mais j'ai lu le message. Quand même, donc vous aurez quand même dû, avant de lire le message, vous rendre compte que le message a des termes qui ne sont pas autorisés de dire à l'antenne. C'est pour ça que j'ai pas dit. D'autres messages. Oui, un autre message, un bon Jean Tomé, l'histoire du jour est un sujet très délicat, mais je pense que Mbonbok a raison quand il dit que les frères ne se connaissent pas quand des frères ont vraiment grandi ensemble. Ils doivent se connaître parfaitement et chacun sait celui à qui on peut confier telle ou telle autre tâche sans que ça ne fasse problème. D'accord, c'est ce qu'a dit Mbonbok Bengan ce matin, oui. Oui, absolument. Voilà. Doivent se connaître. L'apprentissage de l'autre, c'est aussi tous les jours. On ne connaît jamais de façon absolue quelqu'un. Il fallait que vous apportiez votre grain de sable. Oui, votre grain de sable. Parce que, allez-y. Il ne faut pas donner l'impression que c'est parce qu'on a grandi avec quelqu'un qu'on le connaîtra jusqu'à son orteil. On connaît jusqu'à son orteil. Le problème, c'est que aujourd'hui, la vie communautaire n'existe plus. Même la vie familiale n'existe plus. On se connaît comment? Vous avez grandi ensemble, c'est que tel mange vite ici. Et surtout, oui, voilà la première étape. L'autre étape primordiale, c'est quand on se marie. Quand on se marie, quelles sont l'habitude? Chaque fois que quelqu'un se marie, il y a une partie de toi qui perd et on t'observe. C'est pour cette raison que on apprécie ta femme, on apprécie le mari que tu nous proposes pour la fille. On l'apprécie. Donc vous vous effacez, vous laissez les autres apprécier.
Et les échanges d'informations entre les familles sont des informations sur ce qu'on va supporter. Qu'est-ce que l'autre va supporter? Lorsque vous voulez épouser une fille, quelque part, et la famille vient enquêter, le garçon là, on dit, ah non, le gars, il est violent. Mais notre sœur va mourir sur un gars violent, oui, non, le gars là, voilà. Donc, on va donc commencer à travailler. C'est comme ça qu'on se connaît. Aujourd'hui, chaque chat a mis ses griffes à l'intérieur. On dit là-bas, au point où vous pouvez vivre. Même entre frères se connaissent pas. C'est inadmissible. C'est bien dommage. Ce que je voulais dire, c'est que même si on grandit ensemble, même jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, il n'est pas certain que tu puisses comprendre les tenants, les aboutissants d'une réaction X. Si vous avez un frère, si vous avez un frère qui a changé entre-temps, c'est une femme qui l'a changé. Voilà, justement, vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que en fonction de la trajectoire, en fonction de la trajectoire personnelle de ton frère, avec qui tu peux avoir grandi, en fonction des influences de la société de l'extérieur, il peut afficher des attitudes, des comportements qu'il n'avait pas au départ. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez... Puisque ce comportement va vous surprendre, vous allez dire, mais c'est Donald qui fait ça? Bien sûr. Justement, ça veut dire qu'il connaît. Donc, quand on dit, il a volé, dit non, Donald vole. Non, il y a des comportements. Donc, voilà, donc, maintenant, quand il s'avère que Donald a bien volé, j'ai dit, non, ça vous dit d'abord quoi? Donald, qu'est-ce qui s'est passé? Dit, gars, mon patron m'a demandé de prendre parce que, donc, je ne peux pas dévoiler son nom. Mais en fait, je savais que tu ne voles pas. Mais ici, voilà comment on se connaît. Ces choses-là, donc, il y a des petites... Nous sommes d'accord que la connaissance de quelqu'un est toujours relative. La connaissance de quelqu'un est toujours relative. Il y a des contextes qui sont appelés à faire changer des gens. Mais il y a des gens que vous pouvez vivre avec eux 100 ans, mais vous ne saurez jamais jusqu'où ils sont capables d'aller. Oui. Je dis oui. Que vous ne saurez jamais jusqu'où ils sont capables d'aller. Parce qu'on vit au sein d'une société où même la pauvreté... Non, même la pauvreté est capable de corrompre l'esprit de quelqu'un. Mais ça, on sait, non? Voilà, mais... On sait ça. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une femme. La société je vous dis que... Apprenez la société. Quand vous avez un frère... Apprenez, il y a des gens qui ont avec qui vous avez avant vous. Si ce frère commence à changer... Ce n'est pas une femme. C'est une femme. Non. C'est une femme. Je vous dis que... Non. Vous avez des frères. Pas du tout. Vous étiez ensemble. Il n'y a pas une étude qui a prouvé ça. Vous avez grandi ensemble. Oui. Vous pas une faisiez étude tout qui a ensemble. prouvé ça. Le jour où il tombe sur c'est une mauvaise femme, qui rejette les erreurs sur les autres. Elle lui dit que, mais ton frère que tu reçois ici tous les jours, tu ne trouves pas qu'il est un peu trop envahissant? C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Il y a des femmes, s'il vous plaît, M. Foupoussi, il y a des hommes qui demandent à leurs femmes d'aller voler chez leurs frères pour venir leur donner. C'est une femme, ça? Non, c'est pas une femme qui le corrompt. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, qui à la base sont nés avec le vent de la méchanceté. Donc, laissez les affaires que les femmes. Et donc, les hommes qui sont nés pour manger l'argent des autres. Les femmes ne sont jamais nées avec le vent de la méchanceté. Tu ne peux pas dire que c'est quelque chose d'absolu. Moi, je dis des gens parce que je distingue. Il y a des gens qui sont bien, mais pas que toutes les femmes vont changer, non. Il y a des gens qui font changer négatif. Il a dit que c'est une femme. Il a dit que c'est une femme. Karine Santia. Que si quelqu'un change, c'est que c'est une femme qui le fait changer. Et ça, je n'accepte pas. Je vous pose une question simple. Il faut bien comprendre ce qu'on dit. Quand on dit que connaître son frère n'est pas dit qu'on parle sur le principe qu'il est bon. Voilà. Ça veut dire qu'on peut connaître un frère à savoir que celui-ci n'est pas bon. Vous prenez directement le tout où on dit que le gars est bon. Non, j'ai commencé à dire, vous mangez ensemble, vous savez que lui mange vite. À peine il y a deux morceaux de viande, au début de partager, la viande il prend, il mange. Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Il y a des frères qui crachent sur la nourriture pour Parmi mes frères, il y a un qui dit que lorsqu'il mange, même si la nourriture chauffe n'importe comment, sa bouche refroidit la nourriture. Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Non. Ça fait pas de lui une mauvaise personne. Ce n'est pas là l'appréciation. L'appréciation, c'est que vous connaissez. Vous savez que celui-ci, même si on vient d'enlever la nourriture dans la marmite qui chauffe, lui mange. Voilà. Vous ne savez pas qu'un jour il peut s'asseoir, il voit votre nourriture, il n'a même pas envie de la regarder. Vous ne savez pas ça? D'accord. On va continuer à lire. On va continuer à lire quelques messages. Pauvres femmes. Les femmes souffrent. Bon, je vais prononcer, il y a les noms des entreprises. Ouais, bien sûr. Non, alors plusieurs d'autres exemples. Ce sont les exemples des entreprises qui sont dirigées par une famille depuis plusieurs années, mais l'extrême pauvreté de 90% des Camerounais force une croissance de la malhonnêteté. Au Cameroun, on mange l'argent en famille, mais on ne cherche pas l'argent en famille. Voilà.
Ça, c'est Koulania Fabrice qui a écrit c'est un comportement récent. Hein. C'est votre comportement récent. Ephraim cherche seul et c'est Célestin qui mange avec sa femme. Ça, c'est un comportement récent qui date des années 90. Ça n'existait pas, ça. Donc, c'est pour ça. Oui, ça n'existait pas. L'angélisme. La famille va compter. L'angélisme de l'époque. Absolument. Puisque nous, on a vécu des périodes où Absolument. Quelqu'un, on vous choisissait la femme. Quelquefois même, votre frère vient signer là comme si c'était vous. Vous n'étiez pas là. Ça se faisait. Il fait les formalités. Même il savait, et on vous envoie votre femme. Et voilà, vous avez la confiance. Donc, c'est inimaginable aujourd'hui. Voilà, c'est inimaginable aujourd'hui. Voilà, oui. Merci. On va s'arrêter là pour les messages. Merci infiniment à tout le monde. Et tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, il y a Karine des sujets Socia. Qui ont atteint. Vous êtes calmé. Ok, allez-y. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, il y a 2 sujets qui ont retenu notre attention, notamment le sujet sur l'hommage à Njobi Tchakounti, cet enseignant décédé au lycée technique de Kolbison à Yaoundé. On a une vidéo des élèves de ce lycée-là qui ont décidé de rendre hommage à cet enseignant de ce lycée-là, et c'était très très émouvant dans la vidéo. Vous voyez, ils sont tous en larmes avec des poèmes, des histoires, des anecdotes avec leur enseignant. Mais ce qui retient plus notre attention aujourd'hui, c'est cet hommage rendu à cet enseignant par un autre enseignant du lycée, cette fois-ci un lycée à Douala, le lycée de Makepe. C'est un enseignant de philosophie appelé Otabela Nga Patrice qui a écrit un pamphlet, un article qui a été publié dans la Nouvelle Expression. Mais on retient que dans cet article, il pose des questions qui sont fondamentales à l'exercice de l'enseignement dans les écoles. On parle notamment de cette question sur qui encadre l'autorité dans la salle de classe. La deuxième question, de qui l'enseignant détient-il son mandat pour pouvoir enseigner? Est-ce du chef de l'État ou de qui d'autre? Alors voilà les différentes questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, commentaire là-dessus, c'est clair que ce qu'on va reprocher aux uns et aux autres, du moins au temps médiatique, c'est d'avoir un tout petit peu, pendant le temps du lancement de la campagne, on va dire qu'on a un peu relégué au second plan cette actualité de l'enseignant assassiné, je préfère le terme assassiné, au lycée de Kolbison, mais c'est intéressant qu'on revienne avec ça aujourd'hui parce que faut qu'on arrête dans ce pays de traiter des sujets sérieux comme des faits divers et que l'on entre au fond des choses pour au moins en sortir avec des propositions et même des actions fortes. Tout à l'heure, nous parlions des conseils des ministres. S'il y avait eu un conseil des ministres, peut-être qu'aujourd'hui, nous serions en train d'évoquer une révision, pourquoi pas, de cette loi de 98. Pourquoi pas réviser la loi, apporter des amendements pour renforcer davantage l'autorité de l'enseignant au sein du campus de l'établissement scolaire au Bengale. Oui, absolument. Vous avez tellement raison que ça nous a ramené. Je pense que c'est un analyste, là, Monge Mouyeme, il nous avait rappelé comment lorsqu'un élève exclu du collège Kingakwa était venu le lendemain assassiner le surveillant général, toutes les autorités de la ville, y compris le ministre Joseph Ouna, à l'époque, le délégué. Et souvenez-vous, le monsieur qui était le patron de ce collège, c'est son épouse qui était déléguée régionale de l'éducation nationale à l'époque. Donc tout ça avait été dit. S'il y avait, comme vous avez dit, tenu un conseil des ministres, on aurait vu ce problème. On aurait pris à fond ce problème depuis là et peut-être les choses qui se sont passées là ne se seraient jamais passées. Mais en l'absence du conseil des ministres, on est là dans une situation où on se met encore à s'interroger qui est le patron de l'établissement. Quand un pays arrive, qu'on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne marche pas la tête. Il y a une loi d'orientation que vous nous avez rappelé dernièrement, oui. Certaines dispositions de 98. Oui. La question ne se pose plus. La question ne se pose plus. Donc, même lorsqu'un gouverneur de région fait une visite, soit de prise de contact ou de tournée économique, quel est le comportement de l'autorité administrative? Je parle du gouverneur qui est le patron de la région. On dit il sera à tel endroit, à tel moment.
Les élèves fréquentent, on les sort quand le gouverneur viendra là, on les dit, vous allez chanter l'hymne. Donc on n'apprend plus un certain nombre de choses. Le gouverneur, s'il quitte donc pour des visites inopinées, est-ce qu'il peut entrer dans un établissement scolaire sans s'enquérir d'abord, sans que le délégué de l'enseignement secondaire ne soit au courant, sans que est-ce qu'il c'est faisable? On va vous dire oui, parce qu'il représente le chef de l'État, d'accord. Maintenant, si le chef de l'État lui-même peut le faire, quand il le fait, il vient de manière, j'allais dire, douce, ainsi de suite. Oh, parce que ce n'est pas son département. Le ministre de l'Éducation, lui, peut le faire. Comme le faisait le ministère de la Santé publique dernièrement. Oui. Il vient, il dissimule. Il simule, il vient comme un patient, il veut voir, il veut contrôler le truc. Parce que lui, c'est son affaire, c'est son département ministériel. Il veut s'enquérir de lui-même d'un type de comportement. Mais il ne peut pas, parce qu'il a vu des types cravater le surveillant général de l'hôpital à Quintini, lui donner des gifles ou faire un type de comportement. Non, il ne peut pas. Il va peut-être, quand il a vu une infirmière qui a une mauvaise posture, l'interpelle et dit « Madame, arrêtez, c'est moi le ministre. » Voilà. D'accord. C'est ça. Mais ici, merci, et cet hommage à un collègue, à un autre collègue disparu, je pense que moi, ça me réconforte parce que malgré tout cela, les enseignants ont, comment je vais dire ça, ils ont encore l'amour de leur métier et c'est pour le bonheur de toute la société camerounaise. En tout cas, on peut être confiant pour l'avenir de ce pays parce que vous savez que lorsqu'on détruit l'éducation, c'est qu'on détruit un pays en réalité. Donc, nous devons avoir cela chevillé au corps lorsqu'on évoque des sujets aussi importants parce qu'il s'agit là de l'avenir du Cameroun. C'est demain, crème morte. C'est demain qu'il y a la crème morte. Voilà. Oui, opération crème morte voilà. et vêtements rouges. Tout à fait. Oui, parce que il faut rappeler que la levée de corps, ce sera jeudi prochain, c'est après-demain la levée de corps. Donc cette semaine, en réalité, est une semaine décisive. Malheureusement, on n'a pas le sentiment que les gens prennent vraiment cela en conscience. C'est bien qu'ils aient organisé à Colbison, au lycée là-bas, une cérémonie aussi importante où des poèmes sont déclamés, où des témoignages sont, où des élèves manifestent justement leur hommage à leurs enseignants, c'est bien, mais c'est une affaire qu'on aurait pu généraliser, en faire quelque chose de national. Oui. Mais malheureusement, on a le sentiment que dans ce pays, d'ailleurs, ça arrive à tout le monde, même moi qui vous parle, tout le monde dans ce pays, on a le sentiment de tout simplifier. Ça veut dire que lorsqu'il y a un cas comme ça, on estime que non, c'est un cas marginal, on va en parler 2-3 jours et ensuite le pays va continuer à respirer, va continuer à... Alors, on voit très bien qu'ailleurs, dans d'autres pays, vous voyez comment il y a une mobilisation forte. Les médias sont mobilisés, les débats philosophiques dans les médias, l'éducation, on multiplie les tables rondes. Vous sentez qu'il y a une émulation générale qui permet de faire en sorte que l'on comprenne qu'on est à un moment critique d'une nation. Malheureusement, ça s'est passé. Voilà, tout le monde va prendre son crétin quotidien. Voilà, et la vie passe. Donald, votre commentaire. Oui, ce qui m'intrigue dans cette affaire... c'est au-delà de tout l'indifférence du corps enseignant lui-même. Certes, il y a ces actions qui sont annoncées, mais je pense qu'il faut inscrire cette action dans le temps. Il faut des actions structurelles. Il faut urgemment au Cameroun un syndicat enseignant fort, capable de porter la voix et de la façon la plus efficace possible, la voix des enseignants. Parce que ce qui se passe, c'est un cynisme incroyable. Il y a ces dernières années une généralisation, une banalisation de la violence contre l'enseignant qui est inacceptable. Des sous-préfets qui les mettent à genoux, des militaires qui les tabassent, des sous-préfets qui les jettent en cellule, sans que le ministre de l'administration territoriale ne recadre ses autorités administratives, sans que le ministre de la Défense ou le secrétaire d'État à la gendarmerie ne fasse une sortie pour rappeler à l'autre, ne serait-ce que dans des cadres, dans des canaux administratifs, c'est responsable. En tout cas, la recrudescence de ces actions de violence contre les enseignants prouve bien qu'il y a une permissivité incroyable. Il revient à l'enseignant de se faire respecter. Pour l'instant, on fera le débat sur la loi, le cadre de l'établissement inviolable, ainsi de suite, mais on est dans un système où la violence et l'indifférence font que si vous ne défendez pas vos droits, eh bien on vous piétinera.
et on est arrivé au pays, le décès d'un enseignant en situation professionnelle. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un enseignant. Il est temps que les enseignants eux-mêmes, il y a l'indignation des médias, on peut faire tout le tabac qu'on veut, mais si les principales victimes que sont les enseignants ne prennent pas à bras le corps la gravité de la situation actuelle, on n'en sortira pas. Moi, je questionne également le rôle du ministère de l'enseignement secondaire. Il y a eu cette série d'actions, mais en aucun moment, la ministre actuelle n'a fait une sortie digne de ce nom. Elle a tenté de noyer d'ailleurs le décès de cet enseignant en voulant faire croire aux gens que le débat était sur l'indiscipline et il aurait pu se retrouver plutôt à l'ouest au lieu de Colbisson. Il est temps que les enseignants eux-mêmes prennent leurs responsabilités. La suivi de leur profession, de leur carrière indépendante. La survie également de cette nation. Et de la société tout entière. Oui, parce qu'après, ils ont une responsabilité qui va au-delà de leur propre personne. Absolument. Ça va au-delà parce que les enjeux sont extrêmement forts. Là, je voulais venir. Non, Donald Brist. Lorsque vous prenez votre enfant qui a 3 ans, vous l'inscrivez à l'école. Pourquoi vous l'amenez à l'école si vous ne savez pas que l'enseignant peut lui inculquer une instruction qui va demain faire grandir la société? Vous demandez d'abord à l'enseignant de se mettre à jour. Non, c'est la société qui met l'enseignant à jour. C'est la société qui a dit « Je veux que les gens ici prennent le relais de ce que moi, parent, je ne peux pas faire à la maison. » Donc, en fait, c'est nous qui devons commencer à inculquer le respect de l'enseignant. Ce n'est pas l'enseignant. Ce n'est pas l'enseignant. Dans certains moments, même l'enseignant était sobre, mais malgré la sobriété, il méritait le respect. Ah, monsieur, madame, on a vu madame. C'est un peu ça. Donc, vous venez même, vous trouvez dans un lieu comme aujourd'hui, dans un bar, vos élèves, vous voulez venir, mais attendez, vous venez. Ou bien ceux qui passent par des trucs, là, une cigarette. Or, ils ne sont pas dans le cadre de l'école, ils sont au quartier. Elle voit l'enseignant, il va jeter la cigarette, va commencer même à simuler quelque chose là. Bon, voilà. C'est vrai. C'est ça qui n'existe plus. C'est ça qui n'existe plus. Donc la société a chosifié l'enseignant à partir du moment où le Fonds monétaire international a demandé à nos États du tiers-monde de privatiser. Mais il n'était pas obligé de le faire. Voilà, il n'était pas obligé de le faire. Non, mais en réalité, et c'est où le débat devait achoper depuis très longtemps. Ça veut dire que depuis le décès de l'enseignant, de cet enseignant, on devrait être en train de crouler sous des propositions. Absolument. Des gens devaient te dire, est-ce qu'une mesure forte peut être prise, augmentation du salaire des enseignants tout de suite? Est-ce qu'il faut faire en sorte que lorsqu'on soit d'école supérieure, on est intégré et pris en sorte tout de suite, des mesures comme ça, si on faisait de la politique et la vraie démocratie dans ce pays. Mais c'est quand on se retrouve dans un pays qui est grippé, quelque chose se passe, c'est comme si on nous a zombifiés, on nous a mis dans un bloc de gaz, dans un bloc de quoi? Hein? De glace, oui. De bloc de glace. La ministre qui fait ça aurait été une indignation, j'allais même dire une clameur sociale. Non, il n'aurait pas dû se retrouver ici. Ça veut dire qu'elle-même, elle a l'ADN de la répression. Justement. Ce que vous dites, vous me rejoignez. Vous savez pourquoi? Non, vous dites que l'enseignant... Parce que les propositions que vous faites, 1, revalorisation du salaire des enseignants. 2, plus de protection. 3, la révision de la loi de 98 sur l'orientation scolaire. Oui. Nous sommes presque certains que ces propositions que vous venez de faire ne vont pas être appliquées d'ici 1 mois ou 2 mois. On est d'accord là-dessus? Non, mais justement... On est d'accord là-dessus. C'est qu'il faut faire immédiatement. Il fallait que ce soit là immédiat. C'est qu'il faut faire immédiatement. Vous parlez là des décisions stratégiques qu'il faut prendre, qui se décident au plus haut sommet de l'État. Ministre, président de la République. N'attendez pas ça demain. Nous ne sommes pas dans un régime favorable. Nous devons créer l'indignation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les appliquer maintenant parce que c'est une clameur sociale. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous sommes au 2e trimestre, on les applique tout de suite. Je pose une question simple là. Est-ce que, et Dominique Audrey aussi, est-ce qu'on n'est pas tous unanimes qu'il y a un besoin pressant de renforcer l'autorité de l'enseignant au Cameroun actuellement? Absolument. Au moins une mesure symbolique pour remettre l'enseignant au centre du jeu et dire attention, l'enseignant est important pour le pays. Absolument, nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord que avant le décès de M. Njomi Tchakounte au lycée de Colbisson, on avait déjà atteint le fond?
Oui, depuis 2002. En voyant des éléments de forces de sécurité tabasser les surveillants généraux dans un campus. Non, depuis 2002, sans que cela ne puisse émouvoir les responsables de ce pays. Est-ce que nous sommes d'accord que le fait de faire entrer la police dans un campus universitaire, violenter des étudiants, sans qu'on n'entende qu'on a eu des sanctions contre ces éléments indisciplinés, est-ce qu'on est d'accord que ce sont les actes suffisamment graves? Si nous sommes d'accord là-dessus et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sanctions à la mesure des fautes commises, on est d'accord que nous sommes dans un régime qui n'est pas favorable à des conditions de travail décentes pour les enseignants. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'attendre l'année prochaine ou 3, 5, 6 ans après pour attendre l'augmentation du salaire, pour attendre plus de protection, pour attendre le renforcement. Je vous coupe pas. Vous avez parlé du conseil des ministres. Ça déjà, ça nécessite un conseil des ministres. Il n'y aura pas ce conseil. Il n'y aura pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me rejoignez. Ce que je dis, c'est que depuis le décès de M. Tchakounté, il n'y a pas eu de commission ad hoc au ministère. Je cherche, je vais m'appeler la cellule de communication du ministère pour savoir s'il y a des actions urgentes qui sont envisagées ou qui sont en cours. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action qui est envisagée. En tout cas, que madame le ministre accuse l'enseignant. Nous sommes dans une situation d'urgence. Je parle de situation d'urgence parce qu'on atteint un point de non-retour. La mort d'un enseignant en situation professionnelle. L'action urgente à mener dépend des enseignants d'abord et les médias accompagneront. Non, des enseignants non. Ça demande de celui qui a créé l'école, qui a délégué sa signature. C'est l'État qui délègue une partie des études à certains enseignants. C'est l'État, ce n'est pas aux enseignants. Justement, on peut même imaginer une société où le syndicat des enseignants ne se mobilise pas. L'État dit, j'en ai marre, c'est pas cette... Donc là, c'est l'État qui violente. Mais justement, c'est l'État qui violente. Donc que M. Fokossi a dit. C'est l'État qui violente et qui permet la violence par l'impunité. Qu'est-ce qu'on fait? On attend cet État qui violente. Sauf que Donald, il faut bien comprendre. Vous êtes dans un pays qui évolue. Vous pensez un pays qui évolue à sens unique. Alors, l'idée n'est pas que les enseignants, chacun pour sa gueule. Le journaliste se réunit pour sa gueule, l'enseignant pour sa gueule. Non, c'est tout le corps social. D'ailleurs, pour le cas de l'enseignant, c'est que tout le monde a été entretenu par, a été encadré par l'enseignant. Donc, tout le monde est concerné au premier chef. Je pense que le fait de dire que les enseignants ne se mobilisent pas, ne sont pas. Je trouve que c'est contre. Je trouve que c'est n'est plus le problème n'est plus au niveau des enseignants. Oui, ce n'est plus à leur niveau. Oui, Dominique Audrey sur cette affaire. Je pense que c'est pour nous tous d'ailleurs, c'est important. Je rappelle quand même que c'est Platon, quelqu'un qui avait inscrit un écriteau. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ça veut dire que dans l'esprit de Platon, dans l'esprit de Platon, l'école est un lieu sanctuarisé. Ça veut dire que c'est comme un lieu sacré. Ça l'est. Que lorsque oui, ça l'est d'ailleurs. Merci de me dire ça l'est d'ailleurs. Donc lorsque vous en approchez, il doit y avoir la peur. Et donc on doit recréer ça. Absolument. On doit recréer le sentiment que entrer dans une école, c'est quelque chose de grave. Voilà. Absolument. Oui, Dominique Audrey. On ne devrait pas cantonner cette revalorisation des enseignants seulement aux enseignants. On est tous impliqués dans cette histoire-là. Si on a un gouvernement qui, comme vous avez dit, monsieur Kamgan, sont les premiers à violenter ces enseignants-là, c'est nous autres parents qui sommes censés protéger ces enseignants-là. Moi, je suis partante pour des marches pacifiques blanches pour dire vraiment, c'est bon là. Vous allez augmenter le salaire. De quelque façon que ce soit. Une autre marche en oui. Mais demain, moi, je vais porter du rouge. Demain, on va porter du rouge parce qu'on est tous, on a tous des enfants qui doivent aller à l'école. Imaginez que ces enseignants disent que, ok, comme vous envoyez vos enfants avec les couteaux, machin, chose là, nous on ne vient plus. Ou bien on enseigne. Tout le monde a. Qu'est-ce qu'on fait? Et on vous donne à vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai expliqué aux gens ceci. L'enseignant et c'est là où on doit remercier ce pays. L'enseignant au premier chef, ils sont les plus responsables. Très pacifique. Ils ont subi toutes les injustices qu'on peut imaginer. Toutes sortes d'humiliation. D'humiliation. Mais ils ont décidé, parce que être enseignant, c'est quelque chose de noble, ils ont continué à former les Camerounais
malgré les difficultés. Sinon, nous serons ici en train de faire une émission où nous sommes tous des illettrés. Hein. Ah oui. Si on Imaginez, oui, si ces gens-là avaient décidé que, bon, d'accord, on arrête tout. l'idée de mettre sur pied une Et école. voilà. Donc, c'est aussi les personnes Vous formées. savez pourquoi le syndicat des enseignants indignés a fait cette sortie? Non. Parce qu'ils sont conscients qu'il n'y aura rien au ministère. Les Ils sont choses peuvent conscients que le changer. gouvernement ne fera rien. En tout Les cas, choses, on ne pas doit dans pas l'immédiat. c'est même les ça. Seulement les On ne enseignants doit qui plus sont C'est plus intéressés. l'affaire des enseignants On ne journal. peut pas les Nous sommes en train de conscientiser. Merci. Pendant que nous parlons, ne soyez pas surpris qu'après ce plateau, on vous dise qu'on a tabassé notre enseignant. Ouais. Et ce serait une bonne chose. Et on va continuer. on va continuer à en parler parce que notre Il y a des rôle, marches. Il y a parce combat. que notre rôle, c'est de parler. Et comme on dit chez les grandes gueules, chez nos amis les grandes gueules sur Radio Equinox, ça choque, ça énerve, Mais c'est comme ça. mais c'est comme ça. Voilà, j'aime bien les grandes gueules sur Radio Equinox le soir sur notre antenne 93 FM. Alors, on va terminer, Karine. Oui, on parle cette fois-ci du mort kilométrique. On parle de Kobe Bryant, ce basketteur américain qui est décédé le 26 janvier dernier suite à un crash d'hélicoptère aux États-Unis. Parmi les victimes, 8 autres personnes, parmi lesquelles sa fille de 13 ans, Gianna Bryant. Sur la toile, il y a plusieurs questions, encore plusieurs problématiques qui sont soulevées. D'abord, la question de ce mort kilométrique, parce que à la même période, on a eu ce magistrat qui est décédé avec toute sa famille à Yaoundé, à Nkoléton, si je me trompe pas. Voilà. On a eu aussi dans le même crash, on a aussi eu ces autres collaborateurs qui étaient avec lui dans l'avion, qui ne sont pas aussi mentionnés que lui. Qu'est-ce que cela présage? Alors, les Camerounais sont-ils plus intéressés par ce qui est ailleurs qu'ici? Alors, surtout les fans de basketball, hein, parce que, je dois quand même dire que Kobe, j'étais un supporter, pas des Lakers, Mais de de LA. lui. Non, pas de lui, même pas de lui. J'étais un fan de Chicago Bulls. Mais c'est lui qui a fait en sorte que je commençais à supporter les Lakers, parce que voilà, sa manière de faire, et puis donc c'est quand même intéressant de le voir. Mais bon, après, le mot kilométrique et tout ce qui va avec, je pense que c'est plus la manière avec laquelle il meurt qui fait le débat. Ça veut dire que hélico crash, le gars meurt avec sa fille dedans, c'est quand même, c'est un drame. Je veux dire, à un moment donné, humainement, vous le ressentez comme ça. On va pas faire tout un pour ça. Bon, Bengan, Moi, j'ai compris l'indignation des internautes. Oui. Et ce rapprochement, c'est d'ordre, j'allais dire, mystique et spirituel. oui. C'est ça, ils veulent comprendre pourquoi ces choses. Justement, si on se rapproche à la religion ou alors à la spiritualité africaine, ça s'explique. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a des morts, j'allais dire accidentelles, il faut rompre ce lien. Très Il faut bien. rompre ces liens-là. C'est ce que les internautes voulaient comprendre. Oui, les Américains, les Français, le magistrat qui meurt les accidents, chaque fois que cela arrive dans votre famille... C'est cruel quand même. Momo. Oui, chaque fois que cela arrive dans votre famille, pendaison, mort, accident, ceci, même noyade, suicide et tout, il faut vous Vous asseoir. voulez dire que dans sa famille aussi, il y a eu un cas comme ça Oui, c'est sûr. Par le passé. Vous remontez sa famille, vous verrez qu'il y a eu des cas pareils. Donc D'accord. c'est ça, la spiritualité africaine peut remédier à ces choses-là. Ok, Donald Brice, juste en 30 secondes, sur Kobe Bryant. Non, moi je pense que il y a deux éléments. Le premier, c'est que vous avez au Cameroun un magistrat qui décède avec sa Toute sa femme famille. et Sa famille et son enfant. son enfant. Oui. Et juste après le décès de Kobe Bryant, avec sa fille également dans cet hélicoptère. Non, Kobe Bryant n'est pas n'importe qui. Je crois qu'il est 5 fois vainqueur de la NBA Oui. aux États-Unis. MVP une fois. Avant samedi, il était le meilleur marqueur de points de l'histoire. Il était à 33 000 points carrément. C'est tout récemment LeBron James qui l'a rattrapé. Donc c'est dans l'histoire du basketball. Il a toujours été considéré comme étant l'héritier de Jordan, de Michael Jordan, pour ceux qui ont été des fans de Michael Jordan. Donc il était l'héritier en réalité. Donc c'est l'une des légendes. Quand on parle de basketball, lorsqu'on parle des parquets de la NBA, c'est celui qui a le plus marqué. À côté de lui, il y a le Mike Johnson, les Shaquille O'Neal, tout ça là. Ben, écoutez, moi je fais pas basketball. Pourquoi vous regardez comme ça? Donc, vous constatez que c'est une star qui est Oui, décédée, absolument, oui. qui a une notoriété incontestable, une renommée mondiale. Et donc, en général, sur le critère de la notoriété, lorsqu'une star meurt, ce n'est pas comme
un vendeur de cacahuètes qui est décédé. Donc, c'est ainsi que les choses sont faites. Connu que l'autre. On parle de tout ça, mais il y a toujours une actualité qui va prendre le dessus. D'accord. Absolument. Merci. Maintenant, l'information sur le Cameroun, c'est davantage le caractère dramatique du décès du magistrat avec sa famille. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. On va s'arrêter là. Merci, Karine, pour cette affaire de Kobe Bryant, parce que j'étais un peu déçu avec vous. On ne l'a pas fait hier. Merci infiniment. On va tout de suite basculer au plateau B avec Constilamine. Constilamine, nous parlons ce matin du restaurant Le Grillardin. Et donc, vous êtes le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour, Constilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de cette émission et surtout bonjour à tous les clients présents et futurs clients du restaurant Le Grillardin qui me regardent en ce moment. Alors, ce plateau est bel et bien décoré par ce restaurant, le restaurant Le Grillardin. Donc, j'ai encore l'honneur ce matin de présenter à nos millions de téléspectateurs, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui connaissent déjà Le Grillardin, il est question ce matin de voir en direct les merveilles culinaires de ce restaurant de qualité supérieure en plein cœur de Douala. Et c'est bel et bien au Cameroun, à la rue UTA à Bonapriso. Merci Eric. Et donc, on va rapidement aller sur les questions. Première question que tout le monde se pose ce matin, c'est quoi le restaurant Le Grillardin? Présentez-nous le restaurant Le Grillardin. Alors, chers téléspectateurs, il y a des restaurants au Cameroun, mais il y a le restaurant Le Grillardin. Ça fait exactement plus de 12 ans que ce restaurant est basé en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso. C'est à la rue UTA. C'est un restaurant ultra moderne. C'est un restaurant dans lequel vous avez la possibilité de très bien manger, mais également de manger à moindre coût. Parce qu'au restaurant Le Grillardin, on parle bien sûr de la propreté, on parle de la qualité du service, on parle également de la qualité du cadre. À côté bien sûr de tous ces éléments, le restaurant Le Grillardin met à votre disposition un personnel hautement qualifié, un personnel qui vous accueille tous les jours de lundi à dimanche. Bien entendu, à partir de 12h, on peut désormais manger du côté du restaurant Le Grillardin. Alors toujours dans la présentation de ce restaurant, il faut rappeler que notre restaurant met à votre disposition des menus camerounais, des menus africains et bien sûr des menus européens. Mais pour cette communication, l'accent est placé sur le buffet camerounais. Oui, un buffet camerounais que vous retrouverez tous les jours de lundi à dimanche du côté bien sûr du restaurant Le Grillardin. Un buffet qui va d'abord bien sûr qui va vous accueillir avec déjà des entrées de qualité supérieure à la camerounaise. Après bien sûr des entrées, vous avez des plats de résistance et à la sortie, vous avez un magnifique, c'est-à-dire des desserts de qualité supérieure. Tout ceci, c'est bien sûr du côté du restaurant Le Grillardin. Ça se passe de lundi à dimanche à partir de 12h00. Voilà donc pour ce qui est de la présentation du restaurant Le Grillardin, Eric. Constilamine, on voit très bien que c'est super intéressant le restaurant Le Grillardin. L'autre question, c'est quelle est, on va dire quoi, la nouveauté au restaurant Le Grillardin? Alors, toujours des innovations, toujours des nouveautés, parce que la grande directrice, cette dame sympa, cette dame souriante, cette dame qui est toujours aux côtés de sa clientèle, elle a reçu, bien sûr, les besoins des clients. Les clients qui demandaient le buffet, c'était de 12h à 19h, c'était tellement juste. Il y a des gens qui avaient besoin de notre buffet à partir de 20h, et ces gens, grâce bien sûr à la directrice, Madame Patricia, on peut désormais avoir un buffet au restaurant Le Grillardin de 12h à 23h. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est l'un des rares restaurants au Cameroun dans lequel vous avez le buffet camerounais. Je dis bien buffet 100% camerounais de lundi à dimanche de 12h à 23h. C'est donc ça, la grande nouveauté, la grande innovation du côté bien sûr du restaurant Le Grillardin, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso. Et parlant bien sûr de ce buffet, nous allons donc sans transition parler bien sûr du prix du buffet. C'est vrai, quand on parle de Bonapriso, on dit c'est un quartier résidentiel, c'est un quartier chic. Sûrement, le buffet sera tellement moins cher. On a vu le prix tout à l'heure à l'écran. Alors, je confirme que du côté du restaurant Le Grillardin, vous avez un buffet à votre choix, un buffet géant.
un buffet camerounais, un buffet de qualité. Regardez bien sûr le ndolé, regardez la salle du restaurant Le Grill'Adam, regardez bien sûr nos entrées, regardez les avocats, regardez les pains complets, regardez le ndolé, oh là 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 là, ce qu'on voit là à l'écran, c'est le condré. Regardez le ndolé aux crevettes, oh là là, le couscous de maïs, le couscous frais, le mbongo chabi, oh, le namawondo, le coquille. Tous ces repas sont au restaurant Le Grill'Adam pour 6 000 francs pour ceux qui veulent manger sur place. Donc c'est l'occasion plus que jamais de venir découvrir la qualité culinaire, de découvrir la grande innovation. Je rappelle un buffet complet contenant l'entrée, plat de résistance et dessert à 6 000 francs du côté bien sûr du restaurant Le Grill'Adam. Et pour ceux qui ont besoin des plats à emporter, 5 000 est le plat, est le prix du buffet. Pour ceux qui veulent venir faire des plats à emporter, on emballe vos repas dans des gamelles modernes, dans des gamelles propres. Bien sûr, vous avez des gamelles pour chaque repas, notamment des gamelles pour les entrées, des gamelles pour le dessert et des gamelles pour des plats de résistance. Tout ceci pour 5 000, ça c'est pour des plats à emporter. Et ceux qui veulent manger sur place, c'est 6 000 francs. C'est le buffet le plus moins cher au Cameroun. C'est le buffet le plus moins cher à Douala. Je vous le dis en tant que communicateur, vous n'aurez cela nulle part ailleurs. Dans un cadre propre, dans un cadre chic. Oh là 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 là. Pardon, oh, ne mangez plus n'importe où. Allez au restaurant Le Grill'Adam. Le buffet à 6 000 seulement de lundi à dimanche. De 12h à 23h, non-stop, Eric. Alors, peut-on, Consti Lamine, louer Le Grill'Adam pour des cérémonies? Bien entendu, mon frère, c'est comme si tu as vu dans mon cœur. C'est comme si tu as lu dans mon esprit. Quelle communication entre toi et moi. Bien entendu, on peut louer le restaurant Le Grill'Adam pour des cérémonies, notamment les soirées d'entreprise, les fêtes du 1er mai, les mariages, les dîners et bien entendu tout ce qu'il y a comme cérémonie, que ce soit ceux qui veulent organiser des anniversaires, des baptêmes, des soirées d'entreprise, des conférences, des dîners galas. Le restaurant Le Grill'Adam, c'est plus de 200 places modulables, climatisées, confort, propreté et surtout la classe. C'est le lieu de toutes les rencontres, c'est le lieu de tous les rendez-vous, c'est le lieu de tous les VIP. Alors chacun peut manger au restaurant Le Grill'Adam. Alors pour dire tout simplement qu'on peut louer le restaurant Le Grill'Adam pour des cérémonies. Les numéros de téléphone, vous les avez, appelés dès à présent. Nous faisons également des livraisons dans des bureaux, des livraisons dans des maisons. Et ceux qui ont besoin d'un service traiteur de qualité pour des cérémonies, le restaurant Le Grill'Adam, c'est également un service traiteur de qualité. C'est comme ça. Le Grill'Adam, c'est ndolé. Le Grill'Adam, c'est nyanga. Le Grill'Adam, c'est tout simplement l'appétit. Oh là 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 là. Merci beaucoup, Eric. Et surtout, chers téléspectateurs, il est exactement 12h moins 20 minutes. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 12h au restaurant Le Grill'Adam. Vous êtes de passage à Douala. Vous êtes de passage au Cameroun. Venez découvrir le grand frère de la cuisine camerounaise au restaurant Le Grill'Adam. Appelez dès à présent. Je rappelle, c'est classe. Et surtout, c'est pas cher. 6 000 francs un buffet camerounais de lundi à dimanche de 12h à 23h. Ne mangez plus n'importe où. Motote, Bignon Alande au restaurant Le Grill'Adam. Any man who na go just no. For restaurant Le Grill'Adam. For bon apprise. Thank you plenty. Merci Consti Lamine. Voilà. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre interpellation de ce mardi. Restez avec nous. Le pays, pour moi, je veux que le pays marche pour ceux qui sont devant. Mais pour nous ici, toutes nos plaintes que nous adressons au gouvernement à travers nos dirigeants restent muettes, sans réponse. Que le gouvernement pense aussi à nous. Mais le plus dur des choses, c'est les routes d'abord. Parce que ici, avec le banditisme qu'il y a, on ne peut pas arriver à cercler le quartier. Parce qu'il y a trop de fissures. Voilà, on va commenter ce qu'a dit le compatriote Bobok Bengan. Oui, je suis tellement d'accord avec lui. Tout le monde reçoit, enfin je parle des autorités administratives, des chapelets de doléances. Chaque fois que les autorités, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, ils les remettent où? Ils disent on transmet à qui de droit. Le qui de droit là n'a jamais reçu
ou bien il n'a pas les moyens de le faire, ou alors il dit je m'en fous, ou est-ce qu'il y a blocage? Il devrait nous rendre compte, M. Fopossi. Ici, on n'intègre pas le fait que le chef de l'État est au service de son peuple. Et là, on ne saura pas ce qu'on fera dans Voilà, le pays. comme vous le dites. Oui, le chef absolument. de l'État est au service. Que les Camerounais du le peuple sachent. camerounais. Le chef de l'État est au service du peuple camerounais. Il est à notre service. Ce n'est pas le contraire. Le peuple ne sert pas le chef de l'État. Le peuple lui a donné la possibilité de signer les décrets, de promulguer les lois pour nous servir, pour qu'on s'épanouisse. Quand il ne le fait pas, nous devons le lui revendiquer. Donc, comme dit le citoyen. D'accord, en tout cas, il dit qu'il y a de nombreuses doléances qui sont restées lettres mortes. Il ne croit pas si bien le dire, en réalité. Parce que les Camerounais ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés du tout par ceux qui nous dirigent, par tous ceux qui nous gouvernent. D'ailleurs, il y a un comportement qui frise clairement l'arrogance. Quand on assassine un enseignant et son ministre de tutelle qui doit envoyer le rapport au président de la République lui dit c'est un mauvais enseignant, il a même refusé d'aller à son poste d'affectation. Ça veut dire quoi? Ok, merci. Merci beaucoup. On va basculer une fois encore au plateau B avec Korti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais qui nous a encore rejoint sur le plateau B. On parle cette fois de la grande promotion des congélateurs et réfrigérateurs verticaux chez Sorepco ce matin avec vous une fois de plus parce que cette grande promotion-là est très importante, Korti Lamine. Vous nous en parlez ce matin. Bien entendu, Eric, comme tu l'as si bien dit une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur ce plateau pour parler d'un gros partenaire du concept Salaka. Vous savez très bien que je ne vends pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, je ne vends pas. Raison pour laquelle j'ai donc décidé de vendre les produits de Sorepco. Ma présence devrait montrer tout aux téléspectateurs parce que quand le concept Salaka est quelque part, c'est qu'il y a du bon. Et ce bon, c'est bien sûr dans les agences Sorepco. Écoutez bien, moi, écoutez bien le concept Salaka. Avoir un congélateur, c'est bien. Avoir un réfrigérateur, c'est bien. Mais avoir un congélateur de qualité, un congélateur vertical, avoir un congélateur neuf, c'est encore mieux. Et où l'avoir? C'est dans les agences Sorepco. Alors, chers téléspectateurs, un conseil. Évitez d'acheter les congélateurs d'occasion. Évitez d'acheter les réfrigérateurs déjà utilisés parce qu'un congélateur d'occasion, vous avez 95% de ne pas avoir un bon congélateur et vous allez dormir à la maison avec un technicien. Vous allez lui dire tous les jours, technicien, pardon, le gars, c'est-à-dire le congélateur ne donne pas. Les condiments sont gâtés. Donc, pour éviter les tracasseries, pour éviter d'avoir l'AVC, parce qu'on a acheté un mauvais congélateur, allez chez Sorepco dès à présent, parce que de ce côté-là, il y a la promotion des congélateurs, et pas n'importe lequel, le congélateur super cool. Oh là 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 là. Un congélateur vertical. Regardez comment ça se présente à la télé. Regardez la beauté de ce congélateur. Regardez le design. Regardez la classe de ce congélateur. Un congélateur vertical, 230 litres. Vous ne resterez nulle part ailleurs, rien que chez Sorepco. Oui, 230 litres, congélateur super cool. Vous l'avez à 170 000 francs. Je rappelle qu'il est neuf. Dans le carton, avec garantie, un congélateur super cool, un congélateur vertical. Regardez l'intérieur de ce congélateur. Regardez comment ça se présente. Un congélateur qui ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez à 170 000 francs dans les agences Sorepco. C'est l'occasion de passer votre commande. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. Ceux qui veulent acheter pour revendre, on le fait. Ceux qui veulent acheter pour utiliser, on le fait. Ceux qui veulent acheter pour offrir comme cadeau de mariage, c'est encore faisable chez Sorepco. Congélateur super cool, vertical, 230 litres, j'ai dit à 170 000 francs dans les agences Sorepco. À côté, bien sûr, des congélateurs, ceux qui ont besoin de conserver la boisson, ceux qui ont besoin de conserver de l'eau, d'avoir de l'eau fraîche en quelques secondes, alors vous avez des réfrigérateurs, pas n'importe lesquels. Vous les avez, des réfrigérateurs de qualité, des réfrigérateurs 240 litres. Faites le tour du Cameroun. Allez dans n'importe quel magasin au Cameroun, vous n'allez pas voir un prix comme celui-ci. Oui,
un réfrigérateur neuf, un réfrigérateur de qualité, un réfrigérateur Nyanga, oh là 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 là, à 180 000 francs dans les agences Sorepco. C'est le concept Salaka qui vous parle. C'est le concept Salaka qui vous permet de les acheter moins cher. Oui, congélateur, réfrigérateur, chers téléspectateurs, évitez de demander l'eau glacée aux voisins. Pour dire tout simplement, ne gardez plus, virgule, c'est-à-dire vos aliments, virgule, chez les voisins, point, virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Donc chacun doit avoir son congélateur. Chacun doit avoir son réfrigérateur. Nos amis qui ont les bars, nos amis qui ont les boîtes de nuit, nos amis qui ont les poissonneries, à la maison, le congélateur c'est Nyanga. Le congélateur c'est bien. Le congélateur c'est économique. Le congélateur de Sorepco embellit votre cuisine. Quand vous le mettez quelque part à la maison, oh là 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 là, il est tellement beau qu'il vous donne l'envie de ne même pas le gâter. Et je rappelle que c'est des congélateurs durables, c'est des congélateurs d'origine. Donc, any man today, you want buy a congélateur, just go for Sorepco. You want buy réfrigérateur, just go for Sorepco. Regardez les prix, regardez les numéros de téléphone, passez vos commandes. Quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, vous serez livré grâce à nos différents partenaires de livraison. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les agences Sorepco et avoir un congélateur ou alors un réfrigérateur à des prix vraiment dérisoires. Merci chers téléspectateurs, achetez ces biens, mais achetez auprès des partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux. Et parmi ces partenaires, vous avez bel et bien cette entreprise camerounaise implantée dans tout le Cameroun, Sorepco. Encore et encore les meilleurs prix. Et les meilleurs prix, c'est avec les congélateurs à 170 000 francs, les réfrigérateurs à 180 000. N'attendez pas la fin de la promotion. Le stock, il est très très limité. C'est l'occasion plus que jamais d'aller, que ce soit à Aqua, que ce soit du côté bien sûr de Bonaberi, du côté de Kribi, du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté quel que soit le quartier. Oh là 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 là. Sorepco n'a pas wonderful palaba. Thank you plenty, Mr. Director. Because you don't make say any Cameroonian must get a congélateur. Any Cameroonian must get a réfrigérateur. N'achetez plus les congélateurs d'occasion. N'achetez plus n'importe quoi. Allez chez Sorepco. Oh là 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 là. Sorepco, Odori. Sorepco, Natondiwa. Sorepco, congélateur Yabouam. Bienbele tatan. Sorepco. Merci. On va lire quelques messages. Karine. C'est plutôt la mort de sa petite fille qui fait plus mal. Si ce n'était que lui, on pourrait prendre autrement. La mort n'est pas facile à accepter, surtout lorsqu'on voit des personnes très jeunes partir. C'est un message de Irène Ren-Niobé. Qui parle de Kobe Bryant. Kobe Bryant, oui. Oui. L'autorité d'un pays doit être un exemple et non porteuse de mauvais exemples. D'où sort une gifle dans un lieu administratif. Si on commence à tous se gifler, que deviendra ce pays? Vu que l'exemple vient du haut. Falco Christ qui a écrit. Alors, je suis du corps médical et je peux affirmer. Ah, c'est Marie-Pascale. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut affirmer. Mais un autre message qui nous dit, même si le conseil de ministres dure 3 jours, ça fait quoi? Ils font quoi de leur journée habituellement? Ah, c'est Marie-Pascale Bungo. Normal, c'est vrai. C'est un conclave. Ça veut montrer, oui, qu'il y a au moins un travail. Ça, c'est comme quand le pape meurt, il faut trouver un nouveau pape. Ils sont en conclave. Tant qu'un nom ne sort, tant que la fumée blanche ne sort pas, personne ne bouge de la salle. C'est vrai, en plus. Oui. Un autre message. Alors, lisez l'essai « La condition de l'enseignant vacataire au Cameroun » d'Albert Giatsa Joking, disponible en ligne l'Harmattan. Le verre est dans le fruit depuis longtemps. Les solutions sont là, mais personne ne sait, ne fait rien. Ah, c'est Al Giatsa qui a écrit ce message. D'accord. Merci beaucoup. Vacataire ou pas, l'enseignant a été chosifié. D'accord. Bon, vous insistez, vacataire ou pas. Oui. On ne va pas... Oui. On est d'abord enseignant avant d'être vacataire. Voilà. Absolument. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est pourquoi chez eux, on fait
cette injustice de dire qu'ils sont aussi vacataires. D'où vient-il qu'on doit appeler les enseignants des vacataires? Vraiment. On devrait simplement les régulariser tous. Oui. Simplement. Parce qu'ils sont même pas assez pour que tout le monde soit content. Alors, on va s'arrêter là. Personne ne peut pleurer la douleur d'une blessure plus que celui qui a la blessure. Merci Vous beaucoup, insistez. téléspectateurs. Ok, merci. C'est ma phrase de fin. Merci beaucoup. Sur les conditions de l'enseignant. Vous bouclez la boucle hein, de ce que vous avez dit. Ok. Personne ne peut Donc, on n'est pas d'accord, mais avoir la peine. on fera le débat. Juste Une personne pour après avoir l'émission, on une fera le débat. Vous pouvez Après être l'émission, on fera le débat. conscient de vos blessures. Ok, merci. Exactement. Madame, monsieur, on se retrouve demain lorsque ce sera 10h. Déjà, bon rendez-vous. Et donc, que Dieu bénisse le Cameroun et ses enseignants, bien sûr. Et ses enseignants, bien sûr.